Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Inside the Chins, votre podcast From the Back to the Top qui donne la voix à ceux qui font avancer le football américain en France et en Europe. Et pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Jean-Marc Siocan, l'une des figures des Molosses d'Asnières et cofondateur de Spread Athletics. Comment ça va? Ça va super et toi? Je suis très content de te recevoir. Ça faisait extrêmement longtemps que je voulais t'avoir, mais monsieur est un homme très chargé avec un planning très rempli. Donc, j'ai dû attendre longtemps, mais je compte bien profiter pleinement de cet épisode. Ouais, pareillement, l'attente n'aura pas été vaine. Parfait. Bon, alors il y en a sans doute beaucoup qui te connaissent, surtout si vous êtes du côté de la conférence Nord et plus particulièrement des Molosses. Mais je vais quand même te laisser t'introduire, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel âge tu as, quelles ont été les études que tu as faites, le parcours professionnel que tu as pu avoir, tout ce qui permet en fait de te connaître, mais qui est en dehors du football. Super, donc moi c'est Jean-Marc, JM ou le Jim pour ceux qui m'ont connu sous ce pseudo, dans le football américain. J'ai 27 ans, je suis originaire de la région parisienne et pour faire, un petit peu bref, j'ai commencé donc en 2012-2013 à Sannois, puis les Molosses, puis un petit tour au Canada où j'ai été au cégep de Victoriaville, puis à l'université Concordia avant de revenir, en Europe pour, les Barcelona Dragons, enfin pour aider les Molosses, puis partir aux Barcelona Dragons, ensuite les Berlin Rebels, avant de revenir pendant un petit moment aux Molosses. Au niveau de mes études, j'étais parti plutôt sur un parcours sportif de base, parce que je voulais être coach sportif, qui par la suite a bifurqué sur de la communication, qui par la suite, par mes expériences, et on aura l'occasion d'y revenir, m'ont fait dévier vers le développement commercial. Donc j'ai repris les études et actuellement donc je fais des études dans l'école de commerce spécialisée dans la tech. Parfait. Bon, Voilà. tu le ça va être un parcours complet, les amis, ça va être très intéressant. Tu découvres le football américain en 2013, du coup, du côté Ouais. des Gaulois, pardon, de Sannois, où tu joues linebacker et quarterback en U14. Raconte-nous comment s'est faite cette découverte et comment tu t'es retrouvé à ces deux postes-là. C'est une bonne question. Donc, à la base, moi, j'étais un joueur de foot classique, de soccer, comme on dit. J'étais gardien de but et il s'avérait que je me blessais assez souvent. Donc, pendant mes périodes de rehab, même si à l'époque, c'était loin d'être quelque chose de plus de structuré, je regardais un peu des matchs à la télé. J'ai regardé mon premier Super Bowl à cette époque-là, qui était Packers-Steelers. Donc, c'est pour ça que je suis devenu un fan des Packers. Il y avait aussi les Baltimore Ravens avec Ray Lewis, etc. Et je regardais beaucoup. J'ai téléchargé la démo de Madden. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un de mes très bons amis d'enfance, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, qui avait son frère qui joue au Gaulois de Sannois, qui était en sport-études. Et je suis allé chez lui un jour, j'ai vu l'équipement, j'ai essayé, je suis vraiment kiffé. Et je me suis dit que si un jour j'arrêtais le foot pour X ou Y raison, bah, je bifurquerais sur ce sport-là. Donc ça s'est fait. J'ai arrêté puisque j'ai pas été pris dans un autre club où j'avais fait des détections. Donc ça s'est vite arrêté pour moi au niveau de ce que je visais. Donc j'ai toujours visé le haut niveau en sport et je ne saurais même pas dire pourquoi. Ça s'est vite arrêté. Et dès que j'ai commencé au Gola de Sanois, je me suis toujours vu, enfin je suis tout de suite projeté, que ce soit l'équipe de France, que ce soit le Canada, et je ne saurais même pas dire trop pourquoi. Et j'ai toujours été attiré par ce haut niveau-là. Et donc après, par mon gabarit, j'avais 13 ans, je faisais déjà 1m85, etc. Et j'étais à l'aise pour lancer le ballon puisqu'on jouait souvent avec mes petits frères dans la cour. Donc je les ai entraînés depuis qu'ils sont assez jeunes. Et ça s'est fait naturellement. Je comblais un peu où il fallait, où il y avait besoin. Donc je jouais quarterback quand il fallait et linebacker parce que, comme je dis, j'ai fan de Ray Lewis et de Clay Matthews aux Packers. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça, non, parce que c'était à côté de chez moi. Ok, ok. La saison d'après, 2014-2015, tu es toujours à Sannois, mais tu changes de position cette fois-ci. Tu deviens D-line et tight end. Pareil, c'est une histoire Mhm. de gabarit qui a fait que tu es devenu, plutôt que tu as changé de position. Ouais, je pense qu'au début, dans ce sport-là, et après peut-être dans tous les autres sports, c'est la même chose. Mais je pense qu'au début, tu es nourri par des rêves, on va dire, des petits fantasmes, comme par exemple les gens qui ont commencé à cause d'Aïchil 21 voulaient jouer à une certaine position. Moi, c'était la même chose. Après, la réalité m'a frappé. Tu commences à être grand, à prendre du poids, etc. Donc, on te met là où il faut être, et surtout parce que c'est des coachs qui ont un peu plus d'expérience que toi. Donc, je rentre en sport-études cette année-là au CER, qui est le centre d'entraînement régional, où il y a des très beaux noms qui sont sortis de ce centre-là, que ce soit Adel Bavdil, Yanis Cherdieu, Norman Ossoou, tous ces gars-là.
était avec moi en sport-études. Et donc oui, D-line, tight end, la taille fait que j'étais propice à cette position-là. Et il faut savoir qu'en U14, U16, bah, tu joues à 9, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc au final, le tight end, c'est plus comme un extra O-line qu'autre chose. Donc oui, très vite, c'est ces deux positions-là qui m'ont suivi pendant un bon moment de ma carrière et jusqu'à très loin. Vient ensuite les U19 en 2015-2016 et là tu rejoins l'équipe à laquelle on t'associe aujourd'hui, les Molosses d'Asnières, qui jouaient D-line et O-line et vous finissez champion de France. Mmh. Est-ce que tu as constaté un changement de dimension entre, Sannois et Asnières quand tu as rejoint les Molosses? C'est une bonne question et je pense que j'ai surtout changé un changement de dimension dans l'aspect, structure, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, dans l'aspect niveau, il faut savoir que quand je jouais à Sannois, j'étais quand même surclassé en U19. Donc, on jouait à un très, très bon niveau déjà. Encore une fois parce qu'il y avait tous les gars du CER, d'ailleurs qui jouaient avec moi à Sannois, parce que j'ai mentionné les gars qui jouent au Molos, mais qui jouaient avec moi à Sannois, on avait par exemple Kylian Wadi, qui est maintenant, safety chez les Météores de Fontenay. On avait quelqu'un qui s'appelait Tristan Chaplet, Maxime Thévenet, donc tous ces gars-là qui s'entraînaient aussi en sport-études avec moi. Et donc on jouait à un très très bon niveau. On jouait quand même à 11. Je me rappelle qu'on a perdu un TD contre les Spartiates d'Amiens, qui à l'époque eux aussi avaient le pôle France. Donc on jouait à un très très bon niveau aussi. Donc c'était plus au niveau de la structuration que j'ai senti une différence, une dimension, enfin aussi au niveau du roster, parce que au Gaulois, quand même à l'époque on était quand même peut-être une quarantaine. Mais quand tu arrives au Molos, qu'il y a 60 gars, 70 gars, que tu as trois teams de O-line, que tu as des coachs de position à toutes les positions, que tu as une vraie structure, c'est sûr que ça met une claque. Mais je m'étais préparé comme il fallait l'été et j'étais arrivé en forme. Donc ça m'a permis d'avoir un impact directement dans l'équipe. Mais oui, c'est sûr. Et pour petite anecdote, c'est la première fois que je faisais les playoffs de ma vie et bah, on a fini invaincu et champion de France. Donc ça a forgé un peu ma mentalité, ça m'a suivi sur le restant de mon parcours par la suite. Qu'est-ce que ça fait aussi jeune, même si, tu étais quand même en U19, mais qu'est-ce que ça fait d'être déjà champion de France à un âge encore junior? Hem, c'est quoi tes souvenirs de cette saison-là en tant que champion de France? Je me rappelle que en fait, c'est assez drôle parce que le premier match de ma vie que j'ai joué, j'étais au Gaulois de Sannois et je jouais contre les Molosses d'Asnières. Et je me rappellerai toujours que le premier snap que j'ai joué, je me suis mis en position et mes jambes commençaient à trembler parce que c'était les Molosses qui avaient une réputation, etc. Et là, être de l'autre côté de la barrière, bah, je comprenais ce que ça faisait. Quand je jouais contre les Molosses, je savais que tu allais tomber sur un gros morceau. Mais ce que j'en retire, c'est que bah, tu gagnes une mentalité de champion, un peu de gagnant. Tu finis undefeated sur toute la saison. Ça te forge quelque chose en toi qui est indescriptible. Mais c'est assez drôle parce que c'est le premier et seul titre que j'ai gagné de toute ma vie, alors que j'ai charbonné, mais beaucoup plus par la suite. Et en fait, tu te rends pas forcément compte. Tu arrives, pour toi, bah, c'est bon, tu as fait les playoffs, tu es champion, et voilà, quoi, ça s'arrête là. Et en fait, c'est plus les années passent, plus tu te rends compte comment c'est dur de gagner un titre, plus tu te dis, waouh, c'était quand même un truc de fou. Et en fait, c'est vraiment une combinaison de plein d'événements. Déjà, les Molosses, avant que j'arrive, ils étaient déjà allés en finale de France. Ils avaient perdu contre les Blue Stars de Marseille à l'époque, en U19. Là, ils arrivent back-to-back en finale. Donc, il y avait quelque chose qui a été construit sur plusieurs années. C'est pas comme si j'arrivais et que j'avais révolutionné les Molosses ou quoi que ce soit, loin de là. C'est vraiment, je suis venu apporter ma pierre à l'édifice dans un groupe qui était déjà très structuré, avec un coaching staff qui était déjà très structuré aussi. Et bah, c'était juste bah, la cerise sur le gâteau pour moi de venir et de performer avec ce groupe de gars. Et comme je t'ai dit, bah, avoir 60 gars, se battre pour sa place, avoir trois teams de O-line, c'est vraiment quelque chose qui est dingue. Deux QB, ou trois même à l'époque. Non, franchement, c'était assez fou. Et selon moi, ça a été un des meilleurs programmes qu'on ait pu avoir jeune. Depuis que j'ai joué et que j'ai coaché, ça fait partie des meilleurs programmes dont j'ai fait partie jeune. Et bah, après, battre le Flash de la Courneuve en finale, c'était vraiment un sentiment qui était assez dingue. Donc, ouais, que du positif que j'en retire. Et malgré tout ça, pour ta deuxième année U19, tu retournes à Sannois, où vous êtes champion régional. Tu passes d'un titre national à un titre régional. Pourquoi ce choix de retourner dans ton ancien club? Parce qu'il faut savoir que la finale U19, c'était assez traumatisant pour moi, puisque vendredi, on avait épreuve de bac, samedi, la finale, lundi, épreuve de bac. Donc, quand tu fais le déplacement jusqu'à Bordeaux ou à Pessac, donc qui est juste à côté, et que tu as tout ça, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, bon, l'année d'après, tu vas aller au Canada. Enfin, l'année d'après, ou dans le futur, tu vas aller au Canada. Mais pour ça, il faut absolument le baccalauréat.
c'est bien de passer son permis aussi. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de prendre ce risque-là? Tu te dis: «Bon, on va faire un sacrifice, on va revenir, quand même à Sannois, qui est plus proche de chez moi, qui est, bon, c'est rien contre eux, mais c'était moins demandant en termes d'entraînement et cetera». Donc, je me suis dit: «Ouais, ce serait peut-être le meilleur choix, le plus judicieux pour moi». Et après, franchement, à cette époque-là, tu pèses pas trop le pour et le contre quand tu es pas accompagné, quand tu es pas, quand il y a personne qui était là pour me dire quoi faire exactement. Bah, peut-être pas me dire quoi faire exactement, mais pour me conseiller. Donc j'ai pris cette décision un peu hâtivement peut-être, mais au moins ça m'a permis de partir avec un socle avant le Canada qui était la chose la plus importante pour moi. Mon baccalauréat en poche, mon permis de conduire et après voilà. Ça a pas été un choix trop, destructeur puisqu'en parallèle, tu es aussi l'un des D-line de l'équipe de France U19, donc ça montre un petit peu le statut que tu avais, plus ou moins, à cette époque-là. Ça représente quoi pour toi à ce moment, l'équipe de France? On sait qu'aujourd'hui ça existe plus, c'est Mmh mh. sûrement un mal pour, plein de jeunes qui n'ont plus cet objectif-là. Toi, à cette époque-là, tu as eu la chance d'y être. Qu'est-ce que ça a Mmh. représenté pour toi? Pour moi, c'était l'objectif que je me suis fixé dès que j'avais commencé ce sport-là. C'était une fierté de pouvoir, porter le maillot. À l'époque, être diffusé, c'était dingue. Donc, pouvoir avoir sa famille qui regarde le match et cetera, c'était assez dingue comme expérience. Donc, bah, tu arrives dans tu vois, tu as les molosses, tu es un step quand même. Là, tu as l'équipe de France, tu es quand même à un autre step en termes de structure, puisqu'en termes de coaching staff, en termes de semaines d'entraînement, de camp, bah, là, c'est vraiment ta vraie première expérience du haut niveau et de ce qui s'assimile le plus de ce qu'on peut avoir en Amérique du Nord, c'est-à-dire des meetings, des entraînements filmés, des entraînements 2 fois par jour, pardon. Vraiment, c'était très, très structuré, donc tu goûtes encore plus au haut niveau, donc c'est vraiment une suite logique qui s'enchaîne de commencer au Molos, avoir un haut niveau, encore atteindre encore un plus haut niveau et par la suite, on en parlera sur la suite de mon parcours. Mais c'était vraiment une suite logique et c'était vraiment une expérience indescriptible. Après, ce qui s'est passé avec l'équipe de France, c'est que moi, j'ai fait tous les stages de l'année et je me suis fait cut un jour avant le championnat d'Europe. Donc ça a été assez douloureux. Ça a été très, très douloureux d'avoir fait tout ça. Mais encore une fois, avec le recul, tu en retires des bonnes choses et des leçons, des erreurs que j'aimerais ne pas refaire et surtout quelque chose que peut-être on aura la chance d'en discuter après quand on aura fait tout le parcours, mais il y a une grosse partie, d'orgueil où voilà, pour toi, ça y est, tu es champion de France, ça y est, tu es en équipe de France et cetera. À cet âge-là, tu es très immature et tu as une grosse partie d'orgueil, mais qui m'a suivi assez longtemps, et ça on en discutera parce que c'est très corrélé avec, tout mon parcours, que ce soit au Canada, que ce soit après en pro, en ELF et cetera. C'est une rétrospective que j'ai faite et que je trouve vraiment, vraiment pertinente. On aura effectivement l'occasion de l'aborder un petit peu plus tard. Pour continuer le déroulé de ta carrière 2017-2018, c'est ta première année senior, qui plus est en D1 avec Asnières. C'était comment à cette époque pour un, entre guillemets, «gamin» de débarquer en senior au Molos à une position, on le rappelle, D-line aussi physique? Bah, c'est une Ça bonne fait pas question parce que peur? là, encore une fois, bah, en fait, j'étais encore surclassé, donc j'étais U19 et j'ai décidé de skip ma dernière U19 pour aller en élite. Choix, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Il y avait du pour et du contre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé la saison U19 avec les gars, et un match qui m'a particulièrement marqué, parce que non, j'y retrouvais pas ma place, au sein de ce championnat à ce moment-là et donc j'ai décidé de me surclasser pour aller en élite. Donc là, franchement, tu rentres dans le grand bain et surtout, en fait, la grosse différence, c'est que, bah, U19, surtout au Molos, bah, tu avais que ça à faire de ta vie. Tu attendais que les entraînements. Tu disais: «Ah ouais, j'attends le mercredi, le vendredi ou peu importe quand étaient les entraînements, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai que ça à faire» et cetera et là, tu te retrouves à jouer avec, bah, des gens qui ont des responsabilités, qui ont un taf à côté, qui sont pères de famille et cetera. Donc tu as un peu cette cassure-là où toi, tu es là, tu te dis: «Ouais, moi, je vais faire du foot, je vais aller au Canada», voilà, tu as des grandes ambitions à cette époque-là et tu prends un peu une claque sur ça. Après, franchement, au niveau du niveau, la D1, c'était quelque chose à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Je joue contre les Blue Stars de Marseille, je joue contre le Flash de la Courneuve avec des Paul Durand, des running backs de fou, et fun fact, heu, ils avaient un tackle américain, au Flash de la Courneuve qui, avait fait les camps aux Giants, en NFL et qui venait de se faire cut, donc qui était venu jouer avec eux et tu te mets en position
Tu vois la paire de crampons, déjà, c'est du 50 je sais pas combien. Tu vois le strap partout, tu vois le mec, il est énorme et je me suis jamais fait autant piétiner de toute ma vie. Et là, tu te poses vraiment des questions, tu vois? Il y a des moments charnières dans ma vie comme ça où je me suis posé des questions, je me dis: «Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce sport?» Et après, en fait, tu as un peu un sursaut d'orgueil où tu te dis, «C'est pas possible, c'est pas possible». Donc tu essaies tout ce qui est possible dans ton pouvoir et après, bah, surtout, une fois que le match il est fini, tu te dis: «Ouais, j'ai plus envie jamais de me retrouver dans cette position-là». Donc tu retournes encore plus à l'entraînement, encore plus fort et cetera et cetera. Mais en résumé, c'était une année de folie pour moi. On avait un coach américain sur la première partie de la saison. On avait, 2 imports américains, dont un Jordan Moore. On gagne contre les Black Panthers à domicile, pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. On se déplace à Aix-en-Provence. On joue contre Marseille à domicile. Franchement, c'était la folie, ces époques-là, la D1. Le niveau était phénoménal et franchement, bah, après, ouais, tu grandis. Chaque expérience, dépendamment de ce que tu en fais, tu en tires des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais en tout cas, tu apprends des leçons que tu choisis d'utiliser à bon escient ou non. Mais ouais, c'était ultra formateur. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, je me demandais est-ce que j'allais continuer le foot ou pas? Parce qu'en fait, tu arrives dans un moment où tu dis: «Ouais, voilà, tu vois, tu joues avec des gens qui dont le foot, c'est plus la priorité». Donc ouais, je me posais des questions sur le foot et d'ailleurs ça rejoindra la suite de ma carrière au Canada et je pense que c'est là où tu voulais en venir. Mais du coup, par la suite, je suis allé au cégep de Victoriaville pendant 2 ans et il faut savoir que pendant la première partie de la saison, je voulais plus jouer au foot. Je me suis dit: «Non, ça y est, j'en ai marre, j'en ai ma claque, ça me plaît plus et cetera» et de par, bah, cette expérience-là en élite qui a été, assez bah, ça a changé beaucoup de choses, perspective du foot. Mais après ça a repris de plus belle, mais je voulais te laisser peut-être, l'introduire, si tu voulais, sur le passage, pour commencer au Canada. Comme beaucoup de Français, tu choisis l'exil au Canada et tu t'engages avec Ouais. le cégep des Vulcains de Victoriaville donc pour 2 saisons. Tu joueras D-line et O-line et tu finiras Team Player of the Year 2018 et Lineman of the Year 2019. Mmh mh. Je vais te laisser continuer ton propos, mais je voudrais aussi que tu me parles des infrastructures aussi. Ça a dû être une claque, je pense, de jouer au Canada pour toi. Ouais, exactement. Donc là, je décide de rejoindre le cégep de Victoriaville. Donc au début, comme je te disais, le foot, ça m'intéressait plus tant que ça. Donc, 1re partie de saison, je me dis: «Bon, voilà, je suis là pour être là». Au pire, en fait, je suis parti dans une optique de me dire: «Voilà, j'ai peur de manquer quelque chose, donc si ça me plaît pas, je reviens au bout de 6 mois et voilà. Mais si ça me plaît, bah, je vais continuer». Et donc j'arrive là-bas, au début, je voulais pas, voilà, c'était pas trop ma tasse de thé, on va dire. Le foot, j'en pouvais plus et cetera et pareil, encore une fois, de l'orgueil. On arrive à un match où on se fait disrespect par l'équipe adverse, un mec qui jogue dans la end zone et là, je sais pas, encore une fois de l'orgueil, ça reviendra toujours. Mais là, je vrille dans ma tête, je me dis: «C'est pas possible de se faire manquer de respect comme ça» et je sors un match de folie à 3-5 en une mi-temps et cetera et j'aide mon équipe à remonter au score et on finit par gagner le match. Donc là, ça a été un switch complet. La deuxième partie de la saison, j'ai vraiment pris ça plus à cœur et cetera. Ça a vraiment été un déclic ce match-là pour moi et ensuite, bah, c'est tout le restant et les infrastructures dont tu parlais qui m'ont fait me dire: «Ouais, en fait, tu ça, t'aimes le haut niveau, t'aimes te dépasser, t'aimes être challengé, donc vas-y, continue». Mais infrastructure, c'était un autre niveau. C'était un autre niveau, tu vois que le sport en Amérique du Nord est beaucoup plus mis en avant, là où je galérais moi en sport-études, où on avait des infrastructures qui étaient pas si mauvaises que ça, mais le pouvoir corréler 2 projets ensemble, c'était compliqué, qui sont le sport et les études et la vie personnelle et cetera. Là où tout était fait pour. Donc si on fait un petit tour des infrastructures, bah oui, terrain, magnifique, tribune magnifique, salle de muscu, heu, cryothérapie, sauna, terrain intérieur pour s'entraîner l'hiver. Franchement, tu arrives, tu te dis: «Waouh, ça y est, tu es en NFL toi dans ta tête». Tu es en NFL et tu retrouves un peu ce que j'avais vu dans l'équipe de France, c'est-à-dire, bah, un meeting par jour et ça on parle en période scolaire. Un meeting par jour, pendant la saison, des entraînements filmés chaque fois, des reviews, une vraie culture d'équipe. Faut savoir que ça m'a vraiment transformé et me transformé ma vision du football. C'est ce head coach, avec qui je suis toujours en relation d'ailleurs, et coordinateur défensif qui est Stéphane Rivard, qui m'a vraiment transformé sur ce point-là, qui, qui appliquait des préceptes de livres sur le stoïcisme, sur ce genre de choses pour construire une culture d'équipe et construire un projet autour de ça.
ça m'a vraiment transformé sur la manière d'approcher le football. Et il était épaulé par Louis Simon Nado, qui est mon mentor dans le football, qui lui a été mon coach D-line. Euh, et vraiment, ça m'a transformé dans tous les points et ma vision du football, de comment je peux l'utiliser dans la vie de tous les jours, de ce que ça m'apportait au quotidien. C'était vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est indescriptible. Et ça a vraiment, je pense que, comme je le dis souvent, avant, je connaissais un peu de foot. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment le football. Et que j'ai essayé de répliquer par la suite dans mes expériences après, notamment dans le coaching, mais on y reviendra par la suite. C'est vraiment là que j'ai compris ce que c'était vraiment le vrai football et l'importance de la off-season. Quand tu t'entraînes, tu fais 2 entraînements à 6 heures du matin avant d'aller en cours, tu apprends à prendre soin de ton corps, tu apprends à bien manger. Bref, c'est tout un univers que j'ai découvert en allant là-bas et ça a reanimé la flamme que j'avais en moi pour le football. Ça a visiblement bien attisé la flamme puisque ensuite, comme un certain Freeman que j'ai reçu, il y a quelque temps, tu rejoins pardon Concordia University pendant 1 an. Hem, Tu as senti une différence entre le cégep et Concordia? C'est pas la même stature, c'est pas la même, importance, c'est pas les mêmes âges aussi en termes d'adversité, en termes de, entre un cégep et une université, il y a pas mal de différences. C'est quoi justement ce que tu as constaté entre ces 2 structures? Bah, faut savoir que déjà, faut remettre les choses dans son contexte et Concordia, c'était une grosse étape pour moi puisque déjà, moi, mon objectif, c'était pas, aller au Canada pour aller au Canada, mais quand j'ai commencé le football et que je faisais un peu le tracé de ma carrière, je me disais: «J'ai envie d'arriver à l'université nord-américaine», que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est ça mon objectif et ensuite, pourquoi pas aller décrocher une place au Combine ou quoi que ce soit. Donc là, tu y arrives et tu te dis: «Ça y est, j'y suis». Sauf que à cette période-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pandémie qui est tombée. Donc, ça avait beaucoup de choses dans son contexte, puisque au Québec, il faut savoir que c'était très, 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 très strict sur la pandémie. Donc là, tu arrives, tu te dis, ça y est, j'ai travaillé tant d'années pour ça, j'y suis enfin. Et là, tu apprends, saison annulée, salle de muscu fermée, pas d'entraînement, etc. Donc c'était un gros choc. Et il faut savoir qu'on l'a appris après 2 semaines de camp. Donc, tu arrives au camp d'été, et cetera, peut-être 3 semaines, un mois, ouais, je dirais entre 2 semaines et un mois de camp. Donc, tu arrives, tu t'entraînes comme un malade, et cetera, pour te dire, ouais, au final, 2 semaines avant le début de la saison, ouais, c'est mort, il y a pas de saison. Mais bah, en termes d'infrastructure, c'est similaire avec ce que j'avais retrouvé à Victoriaville. Mais c'est vrai qu'en termes de niveau, c'était un autre monde. Quand tu vois que moi, mon point faible, ça a toujours été la muscu. Quand tu vois des mecs à ta position qui poussent 3 plaques au développé couché incliné en série, tu te dis waouh, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Mais étonnamment, je trouve que j'avais une avance sur le football IQ, sur ma compréhension du jeu, sur ma préparation sur le terrain, de par mon expérience. En fait, ce qui était bien, c'est que comme au foot en France, j'avais pu jouer toutes les positions, que j'étais ensuite devenu très proche avec le coordinateur défensif. Il faut se dire que quand j'étais à Victoriaville, je faisais vraiment des sessions que lui et moi dans une salle de meeting et on regardait du tape et il m'expliquait sa vision, il m'expliquait comment il préparait les jeux, etc. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment développé un autre niveau de football IQ. Et il faut savoir que je juge que je suis arrivé à mon prime dans le football américain quand je regardais mon coach, je prenais le jeu, donc je savais où me placer et où j'allais aller. Je restais les yeux fixés sur la sideline, je regardais le down and distance, je mettais mes yeux sur l'attaque adverse, je regardais la formation et je savais où allait aller le jeu. Puisque j'avais fait tout ce travail en amont avec mon coordinateur défensif, qu'on avait fait énormément de statistiques, ce genre de choses-là, donc que j'étais vraiment prêt mentalement. Et tout ça, en fait, ça m'a aidé et je trouve que j'avais un edge par rapport aux autres joueurs sur ça. Je comprenais le football et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Donc concrètement, j'arrive, bah, forcément, j'étais pas team 1 sur le peu de football qu'on a fait, mais dès que je rentrais sur le terrain, j'avais vraiment un impact qui était différent. Et même en termes de technique pure, donc football IQ, j'avais un edge, mais même en termes de technique pure, j'avais été extrêmement bien coaché par Louis Simon Nadeau sur des fondamentaux de D-line que des fois, j'ai du mal à retrouver chez certains D-line qui jouent à un très haut niveau, pour te dire. C'est vraiment la base de la base de la base et je les ai master parce que on en a bouffé des reps et surtout on avait un accompagnement qui était incroyable sur ce point-là. Et d'ailleurs, je t'enverrai des photos de Louis Simon Nadeau, mais ou des highlights et tu verras que genre vraiment c'est une bête, c'est un animal et surtout en termes de D-line pure, de technique pure, j'ai rarement vu un coach aussi technique que ça. Donc pour en Est-ce que finir sur Concordia, parce que je me suis un peu débouqué,
un peu Vas-y, y a pas de débordé, j'ai un souci. peu parlé de tout. Non, C'était t'inquiète, t'inquiète. joueur impressionnant, football IQ où je trouvais que j'avais un edge et compréhension du football, mais saison cassée au total. Et finalement, ça a été une des périodes les plus dures de ma vie, une des plus challengeantes de ma vie, parce que je trouve que tu n'as pas de saison. Qui dit pas de saison, même pas de capacité à peut-être décrocher une bourse d'études. Qui dit pas de bourse d'études, tu dois payer toi-même tes propres études. Donc, tu fais un taf. Sauf que moi, je travaillais dans la restauration à l'époque en tant que job étudiant. Bah là, les restaurants sont fermés. Du coup, je me trouve à lever du carrelage dans un entrepôt en plein hiver et tout, etc. Donc là, tu te dis, waouh, j'ai misé tant sur ça. Là, je fais un taf qui me plaît pas. Je pas de saison de football, je paye des études qui me plaisent pas et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bah, en fait, si le football s'arrête, il faut que je fasse un truc qui me plaise à côté» et j'avais un gros attrait pour la communication à l'époque, et je savais que je pouvais faire des belles choses, et j'ai commencé à retoucher à Photoshop après, 10 ans que j'avais pas utilisé ça, peut-être pas 10 ans, mais peut-être 8 ans et c'est là où je me suis dit: «Vas-y, fais de la com au final». Donc j'ai essayé de changer de programme d'études, ils ont pas accepté. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est bon, tu fais pas des études qui te plaisent, tu payes pour en plus. T'as pas de saison de football, on n'est pas sûr que ça reprend l'année prochaine. Tu es loin de ta famille, tu fais un taf qui te plaît pas. Voilà quoi. Peut-être que c'est la fin du Canada. Ou du moins un petit retour en Europe. Est-ce que indéfiniment, on sait pas, mais ouais, c'est un petit moment. Donc voilà. Est-ce que tu as le sentiment que la pandémie est à quelque part un petit peu, je sais pas si voler ton rêve, c'est le bon mot, mais en tout cas, elle a été contre toi à ce moment-là et ça t'a mis des bâtons dans les roues sérieusement et sans ça, tu aurais pu aller plus loin, tu penses? Je pense que c'est comme toutes les situations que tu peux traverser et d'ailleurs ça vient de la philosophie de Stéphane Rivard. C'est The Obstacle is the Way de Ryan Holiday d'ailleurs, qui est un très bon livre. Et en gros, tu vas prendre un chemin et il y aura un obstacle sur ta route. Et tu peux pas contourner, tu peux pas retourner en arrière. Il faut que tu traverses l'obstacle et ça fait partie du chemin. Donc, sur le moment, tu te dis, waouh, voilà, c'est bon, ouais, allez, la pandémie, elle m'a tout volé, mon rêve, j'aurais fini en NFL, j'aurais été All Pro, ils auraient retire mon maillot. Tu fais plein de scénarios. Et après, tu te dis, bah, ok, ça c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je reste là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai décidé de retourner en Europe, de pas me laisser abattre par ça et de me dire comment je rebondis, qui je contacte comme coach, qu'est-ce que je fais, etc. Mais sur le moment, oui, sur le moment, oui, tu te dis ça, tu te dis, ouais, voilà, ça m'a foutu en l'air. Mais finalement, non, pas du tout. Et c'est peut-être ça qui m'a pas sauvé non plus, mais c'est peut-être ça qui a fait, et c'est même pas peut-être, c'est ça qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et puisque après je suis rentré quand même, je me suis marié. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui me sont bien arrivées. Mais d'un point de vue terme, vraiment 100% footballistiquement en tant que joueur, oui, je pense que je serais arrivé plus loin que je le suis maintenant. Mais après, plus loin, ça à définir aussi. Peut-être que j'aurais juste fait 3 ans à l'université ou 4 ans et j'aurais fini quand même au Barcelona Dragons ou au Berlin Rebels. Donc, je sais pas. Mais oui, ça m'aurait plus développé en termes de football. Mais en tant qu'homme, je suis pas sûr. En tant qu'homme, je suis pas sûr parce que c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir le déclic de me dire: «OK, s'il y a pas le football, qu'est-ce que tu fais?» Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas assez éduqué en France, je trouve, là-dessus. On n'est pas assez accompagné là-dessus. C'est que, vas-y, tu donnes tout pour le foot, mais si le foot, il y est plus, tu fais quoi? Tu fais quoi? Concrètement, tu fais quoi? Est-ce que tu veux faire un taf, qui te plaît pas forcément? Et encore une fois, je juge personne et chacun est heureux comme il veut. Mais moi, je sais que ça me correspondait pas. Je pouvais pas faire un taf à côté qui me plaisait pas du tout, juste pour continuer à jouer au foot. Je me voyais pas faire ces sacrifices-là encore X années. Donc je pense pas, ça m'a juste donné un déclic et je l'ai utilisé pour la suite des choses qui me sont arrivées et je trouve que pour rien au monde, je changerais les décisions que j'ai prises. Une fois la pandémie, finie en 2022, tu reviens jouer en Europe avec les Barcelona Dragons, en ELF. Ça a sans doute pas été ta meilleure expérience au vu des souvenirs que j'ai de l'équipe. Néanmoins, tu retiens quoi de positif de cette expérience en Espagne? Bah, déjà, c'est assez drôle parce que oui, la structure était pas des plus cadrées en Europe, on va dire là. Mais à cette époque-là, il faut savoir que je suis arrivé et cette année-là, les Barcelona Dragons ont fini conférence, pardon, champion de la conférence Sud. C'était la grosse année où ils ont battu le Rhein-Fire, où ils ont mis des tollés à Stuttgart, où non, c'était vraiment une grosse structure. Donc là, tu reviens en Europe et
Et en fait, tu retrouves les niveaux que tu avais quittés. Pourquoi? Parce que quand j'étais à Concordia, mon coach D-line était issu de la NFL et mon coordinateur défensif était issu de la NFL. Je vais au Barcelona Dragons, mon coach D-line est issu de la NFL, mon head coach est issu de la NFL, Andrew Winiger. Donc tu retrouves un haut niveau quand même. Et franchement, bah, tu te demandes, est-ce que tu l'as toujours en toi, ce truc-là? Et quand j'arrive au camp, franchement, j'étais trop fier de mes performances, même avec du recul, je trouve que j'ai fait vraiment un taf de malade. Mais encore une fois, enfin, je me suis pas fait cut. On a décidé d'un commun accord que je partais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient pris plus d'Européens que autorisés. Et du coup, bah, il y avait un Européen en trop. Et moi, à un moment, ils avaient essayé de faire jouer all-line. Bon, je me débrouillais, mais je sentais qu'il me manquait du poids pour jouer à ce niveau-là. Ensuite, ils m'avaient repassé D-line, etc. Et encore une fois, bah, l'orgueil. Bah, l'orgueil, je me suis dit, bah non, moi, je suis X ou Y, je suis Jean-Marc Siocan, j'ai fait le Canada, j'ai fait l'équipe de France et tout, qui est du pipi pour là-bas, pour le LF, avec les joueurs du calibre que tu veux. Je vaux mieux que ça. Non, vas-y, laisse tomber. Moi, je veux pas jouer au line. Allez, c'est bon, ciao. Genre, vas-y, alors le général manager, j'ai dit, vas-y, libère-moi. Il y a plein d'autres équipes qui veulent que je joue 10 tacles. Pour eux, en titulaire, vas-y, libère-moi. Tu vois, j'ai d'autres opportunités. Et mais j'étais vraiment un fou malade à l'époque. Vraiment, je te dis, l'orgueil, je pense que c'est vraiment ça le mot du truc, c'est l'orgueil. L'orgueil de Jean-Marc qui a failli le détruire, mais finalement, il s'en est sorti. Il est revenu d'entre les morts. Non, mais vraiment, j'étais un fou malade. Et ça a commencé depuis vraiment l'équipe de France, le sport études et tout. Je me prenais pour quelqu'un que j'étais pas. Et du coup, bah, en fait, j'étais des décisions très immatures de ma part qui m'ont conduit à arrêter mon contrat avec eux. Et en fait, bah, c'est drôle parce que c'est assez cocasse comme situation, je dirais même. Mais plein d'équipes te parlent, ils te veulent en 10 tacles. La saison, elle commence parce que je me suis fait cut. Enfin, j'ai arrêté mon contrat un jour avant le premier match. C'est fou, ça ressemble un peu à l'équipe de France quand je me suis fait cut une journée avant le championnat d'Europe. L'histoire se répète. Mais au final, un jour avant le premier match à Stuttgart, enfin, d'un commun accord, je pars. Et du coup, bah, la saison, elle a commencé. Mais là, il n'y a plus personne qui cherche un 10 tacle. Donc là, je me dis, mais dans quelle sauce je me suis mis? Mais dans quelle sauce je me suis mis? Et finalement, bah, Berlin Rebels, qui me prennent, qui me signent dans la foulée. Donc là, tu passes de l'ELF à la GFL. Mais gros niveau de dingue, hein, quand même. Gros niveau de dingue. Donc voilà un peu. Et je bifurque tellement. Mais ce que j'en retire de cette expérience, c'est que ouais, le foot en Europe, c'était cool. C'était le LF. C'était les tout débuts. Donc il y avait une hype monumentale. On se disait, ça y est, c'est la nouvelle NFL Europe. Waouh, les fans, la vie là-bas, Barcelone, Salou, le soleil, le football, les copains, une bonne équipe de Français. Franchement, il n'y avait pas grand-chose qui me manquait là-bas. Donc, ouais, top expérience, top expérience. Bah voilà, après Berlin Rebels. Berlin Rebelle, justement, c'est de la GFL. Tu t'es senti comment, toi, là-bas, en tant que D-line? Est-ce que tu as eu le sentiment que la GFL, c'était au-dessus de l'ELF? J'ai pas touché à l'ELF. J'ai fait qu'un camp d'entraînement avec les Barcelona Dragons. Donc, la majorité était des Espagnols, puisqu'il y a beaucoup de home ground players. Donc, c'est sûr que le niveau des Espagnols dans lui-même, même s'il y avait des pépites, mais vraiment qui ballent en ELF, je trouvais que le niveau global était moins bon que ce que j'ai connu en GFL. Après, en fait, en GFL, bah, j'ai expérimenté vraiment sur le terrain. J'ai joué toute une saison. Donc c'est dur à comparer. Est-ce que c'est meilleur que le LF ou pas? Je ne saurais pas te dire à l'époque. Néanmoins, je sais que quand je joue en GFL, bah, en GFL, il y avait encore beaucoup de joueurs qui maintenant sont en ELF et qui étaient restés encore en GFL. Donc le niveau était assez dingue. Je pense à des gars, genre par exemple le O-line du Renfire, Raji, le mec qui est super balèze, bah, il était en GFL quand je jouais avec lui. Austin Mitchell, il était en GFL quand je jouais, il était à Dresden. Donc il y avait quand même du très gros niveau. Et franchement, ça faisait plaisir de revenir à ce niveau-là. Mais en fait, Barcelone et Berlin m'ont fait réaliser que peut-être j'arrivais au bout de ma carrière sportive en termes de croissance. Quand je dis ça, c'est-à-dire que j'ai senti que le coaching, la structure m'apportait plus que je recherchais pour continuer à évoluer en tant que joueur. Je commençais à vraiment prendre plus de plaisir à faire des meetings, à structurer des entraînements, à parler avec les coachs que vraiment être sur le terrain. Donc ça a été un peu ça le déclic
qui m'a dit que peut-être que je commençais à mettre un peu plus de côté ma carrière de joueur. Mais Berlin Rebels, ouais, niveau de dingue, niveau de dingue. Quand je te retrouve avec, attends, c'était qui? C'était Dresden, ouais, je pense Dresden. Je te retrouve avec deux imports serbes sur toi en Tech 3. Waouh, là, faut que tu sors ton meilleur football. Ouais, franchement, le niveau était dingue. À cette époque-là, je faisais que m'entraîner. Donc, ouais, vraiment un kiff de malade. On avait une équipe de fous furieux. Et en fait, en GFL, là-bas, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est ce qui me paraissait à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de limite d'import européen. Il y a la limite d'import américain, donc deux en attaque, deux en défense, qui peuvent être en même temps sur le terrain, mais tu peux en avoir combien de temps combien tu veux dans le roster. Et après, il n'y a pas de limite d'import européen. Donc au final, je te retrouvais avec des équipes, ils avaient 15 imports européens, plus 4 américains et tout. Waouh, le niveau était dingue. Le niveau était dingue, ça faisait plaisir. Mais ça a été aussi une période compliquée parce que je passe de Salou, donc le soleil, la piscine, la plage, tout ce que tu veux, à Berlin. Berlin, voilà, tu es logé à côté d'une base militaire, tu as des hélicos qui arrivent, c'est gris un petit peu, etc. Ouais, ça a été dur mentalement. Ça a été assez dur mentalement. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu en retires? Voilà, j'ai noué des super amitiés là-bas. Ça m'a permis, bah, au final, de voir autre chose aussi parce que on parle beaucoup de l'aspect sportif, mais en tant que personne aussi, c'est très enrichissant de voyager autant, de vivre dans autant de pays, de découvrir d'autres cultures, etc. Donc au final, bonne expérience globale. Très, très content de cette saison-là. Ça m'a fait grandir encore une fois. Ça a permis de construire le coach que j'ai été après. Ouais, franchement, très, très cool aussi. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais avoir là ton avis, sans parler de ton cas personnel, mais parce Mhm. qu'on parlera de l'orgueil dans ta carrière plus tard, du coup, à la fin du podcast. Mais tu l'as dit, tu l'as évoqué là, et c'est pour ça que je viens d'y penser. Moi, j'ai eu le sentiment, en prenant ces 2 saisons-là qui viennent de se terminer, pour, l'UEFA et pour, la FLE, il y a eu beaucoup de joueurs, y compris que ce soit des Lights et des Musketeers qui étaient au Canada avant. Ça peut être l'année Mhm. dernière, ça peut être il y a 3 ou 5 ans. Et j'ai le sentiment que, hem je ne sais pas si c'est une histoire d'orgueil ou si c'est une histoire de, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des équipes. Enfin si, je sais ce qui se passe à l'intérieur des équipes. Mais je veux dire, hem, c'est peut-être propre à chacun, mais en tout cas, est-ce que, hem, il y aurait pas une tendance globale de se dire: «J'ai joué au Canada, donc j'ai un certain niveau et du coup, j'arrive en Europe et je vais, entre guillemets, me tourner les pouces» et donc ces gens-là qui ont été au Canada ou ces imports-là, américains ou canadiens, ils mettent moins d'impact, ils sont moins durs, ils cognent moins et ils ont moins de leadership que ce qu'ils devraient avoir parce qu'ils se reposent sur leurs acquis en arrivant en Europe? Ça, c'est une bonne question. J'ai plus vu ça avec certains Américains, je pense. Parce que moi, on parlait de mon orgueil, mais je pense qu'il y en a des Américains où c'est 2, 3 fois plus que ça. Donc, je pense que j'ai plus vu ça avec des Américains. Néanmoins, j'ai l'impression. Après, franchement, c'est très dur de parler de ce qui se passe maintenant parce que je suis plus du tout tout ce qui se passe un peu comme avant. Euh, je suis plus autant les matchs, je fais plus autant d'analyses vidéo, ce genre de choses-là. Mais moi, de ce que j'ai l'impression des Français, puisque les peu que je côtoie encore, etc., qui jouent dans ces ligues-là, j'ai l'impression que ceux qui viennent du Canada, ils ont faim parce que pour eux, ils ont fait un parcours X ou Y au Canada. Ils sont pas allés jusqu'au bout, c'est-à-dire la CFA. Ils reviennent en Europe justement pour faire du tape et pour avoir encore cette opportunité-là. Pour en avoir parlé avec des amis qui sont très proches, c'est un peu la mentalité qu'ils ont. Donc pour eux, ils viennent pour tout arracher. Donc, est-ce qu'ils devraient avoir plus d'impact? Est-ce qu'ils se reposent sur les lauriers? Pour eux, personnellement, le peu que je côtoie, non. Est-ce que c'est une tendance globale? Franchement, je ne saurais pas dire. Mais certains Américains, de fait, puisque j'en ai recruté pour des équipes, puisque j'en ai côtoyé, etc., viennent plus en mode oui, je veux passer des vacances en Europe, que vraiment se donner au foot, etc. Mais en fait, c'est très, 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 très changeant, on va dire, parce que j'ai vu des Américains se donner corps et âme pour leur équipe qui leur avait donné cette opportunité-là en Europe, notamment à Berlin, j'en pense à quelques-uns, où j'ai jamais vu des mecs se donner autant de ma vie pour ce sport. Donc c'est très différent, je pense que c'est propre à chacun. Oui, ça existe ce cas-là. Est-ce que c'est une généralité? Je pense pas. Est-ce que c'est une tendance? Je pense pas. Est-ce que c'est propre à des Français ou des Américains? Je ne saurais pas dire.
Mais oui, c'est sûr que ça arrive, mais je ne pense pas que ce soit une généralité. Et toi, qu'est-ce que tu en penses sur le sujet? Parce qu'on parle beaucoup, mais de moi, mais de ce que j'en Ben pense, mais non, non, mais moi de toute façon, je sais pas si je pense qu'au moment où ce podcast sera sorti, je l'aurais pas encore fait, mais moi je prépare une vidéo résumée de la saison des Musketeers et de la saison des Lights, deux vidéos distinctes l'une de l'autre, et surtout deux vidéos qui n'ont et je tiens à le préciser parce que des fois ce que je dis apparemment c'est mal interprété par certains, mais deux vidéos qui sont absolument pas personnelles pour les équipes en question ou pour les joueurs en question, et ce n'est pas du tout personnel, c'est purement de l'analyse journalistique, et pas du tout de hate, de rage, de quoi ou qu'est-ce. Si j'avais leur niveau, je serais peut-être pas là à faire des podcasts. Donc pas du tout le but. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, après c'est dur parce que moi j'ai des infos de la part de certains joueurs dans mmh, certaines équipes et bien sûr. c'est pas mon but de les divulguer. Moi, Mmh mh. c'est pas un fonds de commerce, mais je veux dire, moi, c'est pas ma ligne édito de divulguer ça. Ceux qui le font, ils le font, ça les regarde. Moi, Mmh c'est pas mon but et ça a jamais été mon but. Donc c'est aussi ça, c'est aussi arriver à dissocier ce qu'on me dit parce qu'on me dit aussi ce qu'on veut me dire. On peut Bien sûr. m'enjoliver des choses, on peut me réduire des choses. Donc voilà, Mmh moi, le sentiment, en tout cas, si on parle purement des équipes françaises, c'est que, même si les Mousquetaires ont été en play-off, dans mon esprit, ça reste une saison décevante. Les Lights, ça reste une saison décevante et au moment où je parle, ils ont pas encore joué contre les Rams. Mais voilà, pour avoir vu tous les matchs des Lights depuis la tribune, enfin depuis le terrain et pour avoir vu quasiment tous les matchs des Musketeers à domicile sauf un, non sauf 2, moi le sentiment que j'ai c'est ça. Depuis mon écran quand ils jouent à l'extérieur, c'est la même chose, c'est que ils ont sous-performé. Après, est-ce que c'est, une histoire de mauvais recrutement ou est-ce que c'est une histoire de joueurs qui n'ont pas performé au niveau auquel ils devaient performer? Je suis pas mh. recruteur, je suis pas GM, je suis pas président Mmh et pour être très honnête, je co avant que les imports viennent à Paris, je ne les avais jamais vus jouer. Avant même les Français qui ont été au Canada et qui sont en France maintenant, quand ils étaient au Canada, je les avais pas vus jouer. Quand ils étaient encore en France, je les avais pas vus jouer. Donc je me base sur cette saison-là uniquement. Je parle pas de leur historique précédent. Donc encore une fois, tu vois, des fois, il y a des blessures, tu es pas au courant. Il y a eu des histoires, il y Mmh. a eu les Lights qui ont perdu pas mal de joueurs en cours de route. Ça perturbe une équipe, d'autant plus quand c'est tes imports et que c'est des joueurs comme Wilfried Penney, et bah, ça perturbe un groupe. Mmh Bah, après, il y a des raisons diverses et variées de pourquoi ils les ont perdus. Mais en tout cas, moi, c'est ça aussi l'avis que je voulais avoir, c'est des fois, en tant que spectateur, on a des ressentis et en tant que joueur et comme tu es passé par le Canada et que maintenant tu es en France et que tu as de par ton parcours qu'on évoquera par la suite, un parcours de coach, un parcours de general manager ou du moins de team manager. Ta vision que toi tu as, c'est pas ma vision de moi journaliste, et c'est aussi, aussi pour ça que je voulais savoir ça. Mais de toute façon, on reparlera de l'orgueil à la fin du podcast pour ta propre carrière et comme je vous ai dit, il y aura une vidéo dédiée au parcours des Musketeers et au parcours des Lights, pardon, d'ici quelques jours, voire quelques semaines. On reprend Est-ce le que je cours de peux ta juste carrière. reprendre un point Vas-y, sur ce que tu viens de vas-y. dire? Parce que je trouve que c'est intéressant à apporter un peu ma vision des choses. Déjà, il faut savoir qu'une des choses quand je me suis mis, dans la communication et qu'on reviendra après, c'est qu'en France, surtout dans le football américain, qui est un sport qui est peu développé comparé aux autres sports, on n'a pas l'habitude d'avoir des vidéos autant, c'est très récent d'avoir, des Inside the Chains, d'avoir des Wake One, d'avoir des B-Jack, ce genre de choses-là et il y a beaucoup de gens où je pense que c'est un travail d'éducation à leur faire. Puisque avant, franchement, tu pouvais faire un match dégueulasse, tu pouvais faire des décisions douteuses, que ce soit en tant que président de club, que j'en sais rien, que coach, que tout ça. Et voilà, ça passait sous le truc. Et peut-être à l'époque, au tout début, il y avait Famims qui allait faire un petit truc et tout. Et voilà. Mais maintenant, il y a plus rien qui passe. Il y a plus rien qui passe. Et les gens ont du mal avec ça et se sentent attaqués et se sentent attaqués personnellement parce que ça reste un petit monde. Et moi, je trouve ça déplorable parce que pour moi, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'il y ait de toutes les lignes édito dans tous les médias, que tu sois pro Lights, que tu sois pro Musketeers, que tu sois justement pro football. Donc, tu veux parler des choses qui vont pas, de ton point de vue, etc. Et il y a toujours des gens dans les commentaires qui vont dire ouais, non, c'est pas ça. Ouais, tu te prends pour qui? Le commentaire que je kiffe le plus, c'est ah ouais, mais toi, est-ce que tu as leur niveau pour parler de ça?
Mais rien à voir, ça a rien à voir. Ouais, j'aimerais t'y voir, toi, sur le terrain et tout, mais rien à voir. Moi, je suis derrière la caméra, je fais des vidéos. Toi, tu es sur le terrain, joue, et c'est tout. Et je trouve ça déplorable. Et moi, je kiffe. Moi, je kiffe ça. Tu vois, je kiffe. Il y a plus un truc qui passe. Et surtout, bah, en fait, je le dis, même en étant en molosse d'Anières, on se faisait terminer par FAMEMS et tout des fois. Mais moi, je kiffais. C'est le jeu. C'est le jeu. Tu veux faire un sport, tu veux le démocratiser, tu veux qu'il soit plus mis en avant, mais tu chouines dès qu'il y a un truc qui va pas et tout, etc. C'est ça, c'est les règles du jeu. Et je peux te dire que moi-même, en faisant la com au Molos par la suite, mais on en reparlera, j'en ai eu des joueurs dans mes DM, des équipes adverses, qui me disaient: Ouais, tu te prends pour qui? Ouais, truc, si, etc. Ouais, tu m'affiches, t'as pas, vas-y, tu veux faire quoi? Mais gros, rien à voir. C'est le sport, j'essaie de le développer au maximum. Je prends parti sur certaines choses. T'es pas content, bah, coupe les réseaux, qu'est-ce que je te dise? Ou joue ta saison, désactive Instagram, et c'est tout. Mais moi, je suis pro pour ça. Il faut qu'il y ait de tous les avis, soit bon, soit mauvais, mais qu'il y ait un débat, qu'il y ait quelque chose qui se passe, et ça fait partie du jeu. Donc, si je pouvais te donner un conseil, te laisse pas intimider, genre, continue, genre, oh, on s'en fout des rageux, on s'en fout, ils peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent. Non, mais plus sérieusement, on a besoin de ça. On a besoin de ça, que les gens soient pas d'accord, bah, c'est pas grave, qu'est-ce que je te dis. Mais il faut qu'il Ah y ait un mais débat, toujours dans le respect. non mais, de toute façon, ça après ça, c'est aussi parce qu'on là, on va pas s'éterniser trop sur ce truc-là, Ouais. on terminera cette discussion-là, en off. Mais, il y a même des clubs de D1, parce que j'ai commenté des matchs cette saison, qui m'ont qui se sont montrés menaçants dans mes DM après des commentaires de match. Ouais. Il y a des influenceurs, il y a des il y a des influenceurs, moi je me considère toujours pas comme influenceur, mais il y a des influenceurs qui se sont montrés un petit peu menaçants envers moi aussi dans mes Ouais. DM. Donc, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que et ça, j'en ai parlé avec beaucoup de joueurs et beaucoup d'entraîneurs et de présidents, de ce que tu veux. Le monde du football américain en France, il veut grandir, très bien. Mais entre eux, dans ce microcosme du football américain en France, tout le monde ne veut pas que ça réussisse. Tout le monde ne donne pas de la force à tout le monde. Tout le monde n'est pas sain avec tout le monde. Club, dirigeants, joueurs, Ouais, bien sûr, influenceurs, qui tu veux. bien sûr, C'est pas parce que le sport est petit et entre guillemets «mineur» que, l'herbe est verte, totalement. sur le terrain, clairement. Mais de toute Mais façon je non, pense vas-y, que c'est vas-y. comme dans tout, les gens veulent que le bon côté et pas le mauvais. Ils veulent faire grossir, mais ils veulent que le bon côté sans le mauvais. Mais bref, oui, on dit la même chose, on est tout à fait d'accord. On reprend le fil de, ta saison 2022. C'est une triple saison pour toi puisque tu as aussi joué avec les Molosses. Comment est-ce qu'on gère, en tant que joueur, le fait de connaître 3 équipes, 3 organisations et tout autant de coéquipiers différents les uns des autres? C'est très, très formateur. Moi, je trouve que ça avait été une force en fait, le fait de bouger d'équipe en équipe, ça te permet d'avoir une certaine agilité en tant que joueur, puisque bah, tu dois apprendre plusieurs playbooks, tu dois t'y faire le plus vite possible, apprendre à jouer avec plusieurs gens, etc. Et je trouve que c'est une force. Après, bah, les Molosses, c'était pas une nouvelle équipe complètement, puisque bah, c'est la famille, c'est des gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai joué, etc. Donc c'était plus facile de m'assimiler. Mais ça a été très challengeant sur un autre point, c'est que à l'époque où je retourne au Molos, il faut savoir que le club allait fermer. En fait, le club allait fermer, puisque c'était un peu compliqué les relations qu'on avait avec les instances, que ce soit politiques, on va dire. Donc, il fallait en fait, on avait un choix. On avait un choix concret. C'était est-ce qu'on ferme le club ou on essaie de le sauver et faire ce qu'on pouvait. Donc, j'ai décidé de m'impliquer bah, à ce moment-là en termes de. Bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc, avec le président actuel et le trésorier actuel, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était de notre possibilité pour pas voir le club fermer. Donc, donc là, en fait, franchement, il y avait une triple, quadruple, quintuple casquette, si tu veux, puisque bah, je coachais l'élite, les D-line, je jouais en même temps. Je coachais les U20, D-line, coordinateur défensif et head coach. Je faisais la com, j'aidais sur le recrutement des imports, des Américains et sur la structuration du club en général. Donc c'était assez challengeant, mais je pense que c'est ça que je cherchais au final. Comme je t'avais dit, je me retrouvais plus en tant que joueur. Je voulais un peu plus de coaching. Bah voilà, je t'ennuie en tant que joueur, vas-y, va, va faire tout ça dans un club.
Et ouais, donc non, franchement, c'était assez challengeant. Et quand j'y repense avec le recul, bah, c'était une période de ma vie où j'avais pas mal de temps. J'avais pas mal de temps pour ce genre de projet-là. Et donc oui, triple, quadruple casquette et c'était très cool. Depuis, cette saison-là, on t'a vu exclusivement jouer pour les Molosses. On t'a même vu, à quelques reprises, la saison passée. Tu te sens comme chez toi maintenant? C'est devenu réellement la maison, les Molosses d'Asnières? Ouais, carrément, carrément. Quand tu reviens après l'Europe et que tu reviens dans un club qui t'a formé, etc. Oui, c'est sûr. Et en fait, les gars avec qui j'étais U19 et quand on a gagné le championnat de France, bah, je les ai retrouvés quand je suis retourné là-bas. Que ce soit les Camille Touari, les Zakaria Ben Fadel qui est O-line maintenant, qui est coordinateur offensif, Yannis Areski qui est centre depuis 40 ans, des Yannis Cherdieu qui revenait du Canada pour jouer avec nous. Tous ces gars-là, ouais, c'était vraiment la famille. Et en fait, bah, tu as ce sentiment-là de, outre peut-être potentiellement fermer un club, bah, tu fermes tous ces souvenirs-là, en fait, tous ces gens-là qui se sont rencontrés, qui ont fait partie du club. Les coachs avec qui m'ont coaché en U19 à cette époque-là, bah, je les ai retrouvés en coéquipier. C'était un sentiment qui était incroyable. Donc oui, c'était clairement la famille. Et en fait, quand tu joues dans une section, surtout en élite, tu as tendance à ne connaître que les gens de l'élite. Mais puisque j'étais aussi coach U20, bah, en fait, c'était vraiment la globalité. Et puis, je faisais la com, bah, c'était vraiment toute l'association en entièreté que je connaissais de A à Z, que ce soit les équipes de flag, les U20, l'élite, les jeunes qui venaient, U17, qui venaient s'entraîner avec les U20. Je connaissais vraiment tout le monde. Et oui, franchement, j'étais au stade et je le suis encore. C'est comme à la maison. Je mets la main à la pâte sur tout, dès qu'il faut aider. Franchement, ouais, ouais, j'ai géré les relations avec la fédération sur la partie communication. Donc, dès qu'il y avait des équipes de stream, dès qu'il y avait des coms à faire en cross-post, dès qu'il y avait des informations à partager. Je collaborais aussi avec pas mal de coachs des autres clubs en U20 sur pas mal de sujets, que ce soit les IDF Camp, ce genre de choses-là. Donc, ouais, 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 c'était clairement la famille, les molosses, le foot en Ile-de-France. Ouais, 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 clairement. Les molosses, c'est aussi je l'ai entendu à plusieurs reprises de la part d'anciens joueurs ou de la part d'adversaires, c'est un club qui est à part en termes de mentalité. Hem, c'est quoi la mentalité des molosses selon toi? Et globalement, qu'est-ce que le club représente aussi pour toi? Tu es très impliqué, mais au-delà de l'implication, et pour étayer un petit peu tes propos précédents? Hmm. La mentalité au Molosse, et je pense que c'est résumé très bien par tout le merch qu'on fait maintenant, c'est pour nous et par nous et pour nous. Euh, on a tout essayé de faire nous-mêmes. On a tout essayé de faire nous-mêmes, de la communication à la manière de coacher, à la manière de créer une ambiance dans un stade, à tout faire. On a tout essayé de faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. On est un peu à part dans notre manière de gérer un club, dans tout ce qu'on met comme moyen, que ce soit sur l'événementiel, quand on crée des galas, quand on crée des événements comme des matchs à domicile avec des stades remplis, des fanfares, etc. On veut vraiment, euh, on veut vraiment pousser le football américain et pousser les molosses et les mettre sur la scène française et pourquoi pas européenne et pourquoi pas mondiale. Je sais pas à quel point ça touche, mais on est vraiment dans cette mentalité-là de faire avancer les choses. Et on a un peu cette cassure-là avec d'autres clubs qu'on a pu rencontrer qui ont une mentalité très ancienne de se dire on a toujours fait comme ça, on va continuer à le faire. Bah non, ça marche pas comme ça. Les choses, elles évoluent. Et les joueurs partent de plus en plus dans d'autres pays, dans d'autres championnats. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en avant nos gars, pour qu'on les fasse kiffer, qu'ils kiffent leur expérience? Parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin de la journée, c'est les gars qui payent leur licence. Donc en fait, tu leur dois un service. D'une certaine manière, tu leur dois un service. Moi, par exemple, je paye un abonnement, je sais pas où, je paye une licence dans un club de sport. J'attends une certaine prestation de leur part, vu de mon investissement financier et mon investissement de temps aussi. Et je veux qu'on soit respecté. Et c'est beaucoup quelque chose que je retrouvais plus quand j'étais joueur, quand je suis revenu en France. C'était qu'à l'époque, bah, voilà quoi, c'était streamé et fin de l'histoire quoi. Tu sais, moi je suis arrivé, j'étais en GFL, j'étais au Canada, il y avait des statistiques partout. Tu faisais un sac, tout le monde le voyait. Je me disais, punaise, même ça on l'a pas en France. Même ça on l'a pas en France. Donc j'ai voulu pousser les choses d'une manière particulière, que ce soit avec la communication, que ce soit avec le merch, avec le textile, mettre le nom sur les joueurs le dos des joueurs. On a vraiment voulu être toujours précurseur, professionnaliser l'image du football américain
et faire kiffer nos gars. Ouais, franchement, ça a été un bon moteur. Je pense que si ça avait été juste, voilà, je vais dans une équipe que je connais ni d'Adam ni d'Ev et on me dit de faire tout ça, je les aurais regardés, j'aurais dit: «Ouais, à quoi bon?» Moi, ça a été toujours faire kiffer mes gars. Je veux qu'on kiffe tous ensemble. Je veux qu'on prenne du plaisir, qu'on gagne, qu'on perde. Bah, c'est la pas la finalité, j'ai envie de dire non, oui et non, mais vas-y, venez on kiffe l'instant présent. C'est des souvenirs qu'on créera et qu'on gardera toute notre vie, ça nous forge en tant qu'hommes. Donc c'est un peu ça la mentalité qu'on a au Molas. Est-ce qu'on va te revoir jouer cette saison? Ou, tu décidé de stopper tout ça? Non, c'est fini les bêtises, c'est fini les bêtises. Là, j'ai repris encore une fois pour aider mes potes et tout et cetera, mais oh là 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 là. Entraînement 20h-22h, aller aussi loin et cetera et là, ça y est, je commence à reposer des questions. Bah, maintenant, comme je t'avais dit, je suis marié, j'ai un enfant, donc tu as d'autres priorités dans la vie et surtout, je me rappellerai toujours, allez, contre les Météores, voilà, après bon, je m'entraîne plus pour ça, et contre les Météores, je joue sur le terrain, je fais un sac et tout, je fais des plaquages pour perte et tout. Quatrième carton, je plaque le running back. Mon linebacker, il arrive, il me tape là. Je sens la tête, les cervicales qui prennent. Là, ça a été le coup. Je dis, ah non, c'est mon j'aime. Arrêtons les bêtises. C'était bien, c'était fun. On a kiffé. Mais non, c'est. Ouais, tu remets en perspective les choses. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai repris le foot à une période de l'année où j'étais plus stimulé professionnellement, où c'était un peu compliqué. J'avais pas encore d'enfant, mais voilà quoi, j'étais plus autant stimulé par tout ça. Heu, Attends, est-ce que j'avais un enfant? On est quand? Janvier? Ouais, non, si, j'avais un enfant, je suis un fou moi. Ouais, ouais et attends, on est en quelle année là? On est en 2026? Je sais même plus. Ouais, on est en Attends 2026. Moi, quand je t'ai vu jouer, et la saison? ouais, c'était au mois de mars, mars-avril. Ah ouais, ouais, bah ouais, carrément, carrément, j'étais papa. Ah, mais waouh, c'est dingue, c'est dingue. Donc ouais, en fait, tout ça mis bout à bout et tu te dis: «Non, bah, c'est» en fait, ouais, punaise, je me répète beaucoup, mais pour reprendre le fil de la discussion de ce que je disais, c'était un peu une période où je m'ennuyais un petit peu et en fait, c'est assez drôle parce que quand tu es voilà, je le dis sans en toute humilité, mais quand tu es bon dans un domaine, voire très bon, bah, ça t'ennuie un peu dans la vie qui ait plus de trucs où tu es bon, en fait, où tu excelles dans un truc. Donc je me suis dit: «Vas-y, je vais reprendre le foot parce que, voilà, j'étais très bon là-dedans». Alors après, est-ce que je l'étais encore? Ça, c'est une autre discussion, franchement, la réalité, elle refrappe après sur le terrain, ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, dans l'envie, dans l'attitude, je me suis dit: «Vas-y, je vais aller rekiffer un peu». Voilà, on va faire 2-3 marrons et une petite bagarre après le match, je suis là, tu vois? Il faut qu'il se passe un petit truc, quoi. Là, tu t'ennuies un peu et après, bah, non, en fait, bah, non, en fait, tu t'ennuies. Enfin, voilà, tu retrouves d'autres choses à faire mais non, non, c'est fini les bêtises. Là, en plus, j'ai discuté avec eux. Ils vont retire mon maillot, le 99. Il sera sur les tribunes comme ça. Boum. Le stade, ils vont le renommer. JM Siocan. Ça va être le stade JM Siocan. Oh, c'est pas vrai. Je vais repartir une main devant, une main derrière, comme quand je suis arrivé. Il y a personne qui va se souvenir de moi. J'étais pas fulgurant quand je jouais au bolos. Voilà, merci, bon, au revoir. À la limite, on va se rappeler des vidéos que j'ai fait. Mais c'est tout pour le gym. Non, c'est fini les bêtises. C'est fini. Bon, peut-être que du coup, tu auras plus de temps pour te concentrer sur la partie, coaching puisqu'on le rappelle, tu as été, coach, de la D-line en élite 2022-2023, head coach et defensive coordinator U20 de 2022 à 2025. Il me semble d'ailleurs que tu as eu, dans tes rangs quelqu'un avec qui j'ai grandi, Emmanuel Topo, qui Ouais, est maintenant, heu, carrément. qui est maintenant, aux États-Unis. C'était un objectif pour toi d'être coach ou ça t'est tombé dessus? Non, c'était un objectif. D'ailleurs pour Topo, je l'ai vu, il était comme ça, hein. Maintenant, c'est un grand garçon. Mais c'était un objectif. J'ai tout de suite senti un attrait pour ça. Déjà depuis le Canada, je kiffais ça et je savais pertinemment. C'est comme quand je commençais le football américain et que je voulais atteindre le haut niveau. Je sais pas pourquoi, je savais pertinemment que j'allais coacher après. J'aimais trop ça. J'aimais trop transmettre et surtout en fait tout ce que j'ai fait et que ce soit, bah, même pas à travers ce podcast, c'est juste aider les prochaines générations. Je l'ai fait avec mes petits frères, je voulais pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Je pense que c'est un rôle de grand frère, leur faciliter les choses d'une part et d'une autre parce qu'il faut pas non plus, chouchouter trop, mais aider avec le recul que tu as, l'expérience que tu as, aider les prochaines générations. Donc oui, j'ai voulu coacher et oui, j'ai eu l'opportunité, donc je l'ai saisi directement au Molos puisque c'était l'époque où on reconstruisait le club et c'était un choix, pleinement assumé de ma part.
Hem, tu as connu, du coup, tous les postes au sein du club, que ce soit joueur, coach, responsable de la communication que tu as évoqué. C'est quoi qui a manqué selon toi? Alors, encore une fois, c'est subjectif, mais c'est quoi qui a manqué selon toi ces dernières années au Molos pour rivaliser davantage avec le Flash, pour aller un petit peu plus loin en play-off et globalement faire des meilleures saisons? Moi, j'ai noté déjà le fait que sur ces 2 dernières saisons, les débuts ont été compliqués avec, heu, 3 ou 4 défaites à peu près systématiquement. C'est le mauvais début de saison qui pénalise les Molosses ou tu penses qu'il y a aussi, une avancée peut-être sur le terrain qu'ont pris les autres équipes, que vous n'avez pas su prendre? C'est une bonne question et je pense que, ça va au-delà du sportif. En fait, quand on se compare avec, des grosses, écuries comme le Flash de La Courneuve ou les Black Panthers de Tournon-les-Bains, il faut savoir que ces structures sont stables depuis, j'ai pas l'historique exact en tête, mais ça fait 10-15 ans que ça tourne. Nous, les Molosses, ça fait 3-4 ans que ça tourne. Moi qui étais, responsable communication, qui gérait le stream de Streamez-vous et coach D-line en même temps et joueur en même temps, bah, dis-toi que le match, sur des matchs à domicile, je m'échauffais, 5 ou 10 minutes avant la rencontre parce que j'étais en train de gérer le stream là-haut avec les gars. Pareil, mon petit frère que j'ai coaché qui était quarterback U20, bah, il s'est chauffé 5-10 minutes avant le match parce qu'il était en train de gérer, la com là-haut. Donc je pense que c'est plus que ça, c'est plus que le sportif. C'est une structure au total. Quand tu as ton président qui est head coach en même temps, qui gère beaucoup de sujets, qui gère autant d'équipes, autant de licenciés. En fait, la structure a énormément grossi par rapport aux moyens qu'on avait, humains et financiers. Donc, je pense que c'est ça que le gros, le gros, comment dire, le nerf de la guerre. Parce qu'au final, ça se répercute sur la stabilité que tu as année après année. Là, les 3 dernières années ou 4 dernières années, les Molosses en élite, ils ont changé 4 fois de head coach, 4 fois de quarterback. Ils reconstruisent à chaque fois, quasiment chaque année, pas à zéro, parce qu'il y a un noyau dur quand même, mais c'est pas une continuité. Et je pense que c'est ça le gros défi qu'il va falloir relever au Molosses. Ça va être de construire sur le long terme. Et je pense que ça passe par la structuration du club de manière générale et de manière globale. Franchement, quand les saisons qu'on a finies là, où moi je coachais, où je joue en même temps, etc., bah, t'es lessivé à la fin. T'es lessivé et quand ça compte le plus, c'est-à-dire pendant les playoffs, bah, t'es mort. T'es mort, t'es cuit. T'es cuit mentalement, t'es cuit physiquement, t'en peux plus. Et je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. Et après, ça, c'est une question que j'ai, que je me pose, c'est que c'est très dur de tenir une équipe engagée de seniors qui ont des responsabilités à côté de septembre à juin. C'est très, très dur. Donc en septembre, ouais, c'est la off-season, tout le monde est content, bah, 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 bah. Janvier, la saison, elle commence, c'est un autre pic encore, la hype et tout. Et là, après match, des blessures, des trucs, etc., c'est très dur de tenir une équipe engagée. J'ai pas la réponse à ça. J'ai pas trouvé le format idéal. J'ai pas trouvé la structure idéale, etc. Est-ce que c'est vraiment le coaching staff? Est-ce que c'est vraiment un tel ou tel joueur? Je sais pas, je saurais pas dire. Mais je sais juste que la stabilité est la chose cruciale qu'il va falloir avoir pour pouvoir rivaliser avec des équipes qui ont ce calibre-là. Je pense que c'est le point de bascule qui fera passer des Molosses à contender, underdog, hype team of the year ou j'en sais rien de comment on peut l'appeler, à vraiment, pas, même pas contender, parce que j'ai dit contender, mais underdog plutôt, à vraiment contender du titre chaque année, année après année. Je pense que c'est ça qui va être le plus important pour eux. Pour nous, pour eux, pour tout le monde. Tu as connu le maillot de l'équipe de France, tu as aussi connu les bureaux puisque tu es devenu team manager France senior et U20 durant la saison 2023-2024. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à ce poste-là? Bah, simplement, mes petits frères, il faut savoir qu'on a un lien très fusionnel ensemble. On a tout fait ensemble dans le sport et là, bah, je savais que les 2 ils étaient en équipe de France. Je me suis dit: «Il y a pas un monde où je suis pas en équipe de France». Moi, je voulais coacher de base. Donc en fait, quand tu veux coacher dans une grosse structure, que ce soit, en équipe de France, que ce soit au Canada, aux États-Unis, bah, faut toujours commencer par le bas de l'échelle. Enfin, le bas de l'échelle, c'est un grand mot. Mais tu sais, tu peux pas arriver et dire, du jour au lendemain: «Voilà, je suis coordinateur défensif de l'équipe de France». Ça marche pas comme ça. Ou du moins, si ça marche comme ça, je suis pas au courant. Mais, non, du coup, bah, je me suis dit: «Voilà, il faut trouver un moyen que je sois avec eux, et que je puisse continuer à grandir dans le football américain». Comment je grandis dans le football américain en France? Comment je me fais une place? Bah, c'est en coachant les U20,
C'est en faisant du contenu sur les réseaux sociaux, en coachant des gars l'été, en structurant un club. Et il faut passer par l'équipe de France à un moment ou à un autre. Donc moi, je voulais coacher la D-line, mais c'était pas possible. Donc je leur ai dit, voilà les gars, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être là, j'ai de l'expérience, je le fais. Peu importe ce que ça coûte, peu importe, je suis là. Et du coup, premier stage à Bordeaux, j'y vais, je suis bénévole, team manager, etc. Forcément, l'expérience que j'ai accumulée au Canada, etc., je voyais ce que c'était un team manager. Donc, ça m'a aidé énormément et ils m'ont kiffé et on a enquillé comme ça pendant 2 années. Donc, ouais, de base, c'était pour être avec mes petits frères et pour évoluer dans le football américain en France. Et ensuite, ça s'est transformé à, voilà, je kiffe ça, ils me kiffent, j'ai un vrai truc à montrer, etc. Donc, voilà, je peux aider où je peux et être bénéfique comme je peux. Donc voilà comment je me suis retrouvé. Et du coup, ouais, U19 et senior. Et c'est assez drôle parce que en senior, tu sais, là, j'ai joué quelques matchs cette saison-là et cette saison qui vient de passer. Donc quand j'étais en senior, c'était vraiment à l'époque où je jouais vraiment au foot encore, au Molof et tout. Et il y a toujours ce truc de punaise, est-ce que je devrais pas être sur le terrain? Est-ce que je voudrais pas? Est-ce que X, Y? Donc c'était assez drôle comme sentiment. Et au final, tu te dis, bon, t'es pépère, t'es rémunéré, tu t'assures que tout se passe bien, tu voyages. C'était charbon, c'est charbon quand même, mais c'était cool. C'était encore une fois une bonne expérience. Encore une fois, un truc qui m'a fait grandir. Donc voilà comment je me suis retrouvé. Je connais toute l'histoire, genre de Inside the Chains. Non, mais justement, dans quelle mesure est-ce que cette expérience ça t'a permis de t'enrichir et de grandir tant professionnellement que personnellement? Ça reste toujours des compétences clés à avoir dans le monde professionnel et en tant qu'adulte qui veut se développer dans un travail, c'est du management. C'est t'assurer qu'un projet se déroule de A à Z. À quel point tu peux être agile sur les situations que tu rencontres. Je sais pas, tu as un problème d'équipement le jour du match, à 1 heure du match, comment tu trouves une solution? Comment, je sais pas, tu as des maillots qui manquent, tu as, je sais pas, n'importe quoi, comment tu trouves une solution? Le match, tu pas accès par X ou Y entrée, comment tu fais? Comment tu t'occupes que les joueurs puissent se concentrer uniquement sur le match et puissent performer et au final aller chercher la victoire? Comment tu fais tout ça? Comment tu fais tout ça? Et du coup, c'est ça que ça m'a apporté. Parce que aussi bien dans le coaching, dans la structuration du club des Molosses, ça a apporté beaucoup de choses en gestion de projet. Le coaching en U20, quand tu es head coach de 50 joueurs, de 50 adolescents, voire jeunes hommes, ça apporte encore une autre dimension. Donc c'est tout ce côté-là de structuration qui m'a vraiment aidé sur la suite de mon parcours. Tu as aussi eu une, carrière, d'entrepreneur en parallèle puisque tu es le cofondateur de l'agence, eMotion. Je te laisse nous rappeler qu'est-ce que vous faisiez et puis aussi nous dire, d'où est-ce qu'elle était venue cette idée-là en créant l'agence? Du coup, quand j'étais au Molosse et que je faisais de la com, je voyais vraiment que le sport manquait de ce genre de contenu que nous on produisait à l'époque. Et comme je le dis souvent, on n'a pas réinventé la roue, hein. On a juste regardé, en fait, la base de tout. Quand je suis revenu en Europe, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu au Canada et aux États-Unis et en Europe, en ELF, que je peux reproduire au Molos et en France pour faire grandir le sport? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est passé par le coaching, par le jeu, et enfin, par le jeu plus ou moins, mais par le coaching, par le management, mais surtout par la communication. Donc, je voyais ce qu'on produisait, je voyais l'effet et les retours que ça avait. Et encore une fois, est-ce que c'est de l'orgueil ou pas? Mais je pense qu'on a vraiment été des pionniers dans ce qu'on a fait. Je suis pas sûr qu'il y ait une équipe en France qui produisait des contenus comme nous on produisait à l'époque. Maintenant, pour moi, en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est impensable que tu saches pas le jour du match, la date, le lieu, le score, les meilleurs joueurs, que tu pas quelques actions en vidéo. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Comment on fait maintenant? Comment on fait? On structure tout ça. Et donc, je doute fortement. Et franchement, si on arrive à trouver, je serais ultra preneur de voir ça. Mais avant que nous, on fasse de la com, est-ce qu'il y avait une autre équipe qui faisait ça dans le football américain en France? Ça, je suis pas sûr. Et en fait, je voyais l'impact que ça avait. Je voyais les vidéos qu'on faisait. Je voyais les reels, comment c'était repartagé et l'impact que ça générait. Et je me suis dit, il y a un truc à faire dans le sport en France en globalité. En NCAA, au football américain, c'est très normal d'avoir des vidéos comme ça. Dans tous les autres sports, enfin, dans le football américain en France, c'est pas normal. Enfin, c'était du jamais vu. Mais dans les autres sports aussi. On allait faire du volley, on allait faire du basket. Je sais même plus ce qu'on a fait. On a fait du judo.
On a fait tellement de choses et vraiment à chaque fois, les gens me disaient: «Waouh, c'est fou, on n'a jamais vu ça». Donc c'est parti de ce constat-là et après on s'est dit: «Bah, c'est quoi le step de au-dessus?» Bah, c'est faire une agence. C'est faire une agence, c'est continuer à faire tout ça et en fait, bah, j'ai pris mon petit frère Mathias en alternance avec moi. Donc moi, j'étais un peu sur la gestion de projet, la relation client et cetera et lui, c'était le technicien. Donc toutes les vidéos que vous avez vues quasiment, des Molos et eMotion, c'était Mathias qui était derrière tout ça. Et donc en fait, ça nous a fait kiffer et c'est vraiment là où je me suis senti pleinement, je sais même pas comment dire. En fait, tu vois, au football américain, c'est drôle à dire, mais je suis arrivé un peu à un plafond de verre. Je me suis dit: «Bon, là, j'ai fait l'équipe de France, je suis allé jouer en Europe, j'ai fait le Canada, j'ai fait de la com, j'ai structuré un club». Là là, ça y est, tu vois, j'ai plus grand chose à faire sur le terrain, je me retrouve plus sur le terrain, c'est plus challengeant pour moi, voilà, il y a toujours le coaching, tu as toujours envie d'aller chercher un titre, mais après ça, qu'est-ce que voilà? Et je me suis dit: «Bah, là, tu vois, tu structures un autre projet de A à Z et tu apprends». Parce qu'il faut savoir que quand tu entreprends, il y a personne derrière toi. Il y a personne qui va te dire: «Il faut te réveiller le matin, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est ça ton business plan, il faut que tu fasses tant d'appels, il faut que tu calls tant de personnes, il faut que tu prospectes, il faut que tu te formes». Il y a rien de tout ça. Tu apprends vraiment dans le tas. Et là, c'est vraiment là où je me rappellerai toujours avec Mathias, on se réveillait le matin, on se disait: «Qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va développer? Quelle folie on va faire aujourd'hui?» Et c'est vraiment ça qui m'a animé et donc en fait, je me suis pas dit: «Oui, je vais être entrepreneur pour être entrepreneur». Je vais juste, voilà, faire ce qui me plaît. Je vois une opportunité, j'y vais et go, et go, et go et donc c'est né comme ça, et voilà. Malheureusement, cette agence aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est quoi les raisons qui font qu'elle n'existe plus? Hem, Bah, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite et que je tire d'un livre qui s'appelle Journal d'un CEO de Steven Bartlett. En fait, tes compétences, elles valent rien sans le cadre. Je m'explique. Enfin, pour revenir sur mon explication, je pense qu'il faut revenir sur l'explication qu'il donne dans le livre. Ce gars-là, je vais la faire vraiment short au maximum. Ce gars-là faisait de la communication, avait une agence de communication et de marketing dans le e-commerce, une des plus grosses agences à London. Le mec était super successful, etc. Sauf que pareil, il arrive à un plafond de verre. Il s'arrête, il prend une pause de ce truc-là et il se fait contacter par une entreprise de biotechnologie qui préparait une entrée en bourse. Et oui, il nous faut du marketing, on fait une entrée en bourse, et cetera. Et guess what? Dans cette entreprise de nanotechnologie, il était vu comme un ovni. Le mec était comme un ovni. Pourquoi? C'était que des médecins, que des chercheurs. Le mec, ils avaient jamais vu un mec comme ça dans leur vie. Et donc, du coup, le contrat était énorme, était énorme. Si je dis pas de bêtises, il en avait pour 8 millions de dollars combinés entre les parts et le salaire qu'il allait toucher. Et en fait, ça, je l'ai lu beaucoup plus tard. Je l'ai lu l'année dernière, ce livre-là. Mais en fait, j'ai compris une chose en faisant une rétrospective sur mon expérience sur Emotion. J'ai voulu faire des choses par passion. Le sport, c'était ma passion. C'était quelque chose que je voulais développer. Néanmoins, en regardant l'état du sport en France, c'est très dur de pouvoir en vivre. Ou du moins, c'est possible, mais pas comme je le faisais moi à l'époque. Moi, à l'époque, je prospectais pas, j'avais pas cet aspect commercial, je savais pas, je me disais oui, ça va venir vers moi, ça va venir vers moi, les gens vont me contacter, je vais pouvoir en vivre, voilà, je vais faire 100 000 euros par 10 000 euros par mois, bref, 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 alors que pas du tout. L'entreprise, ça structure, et il faut choisir son domaine, il faut choisir son persona, la personne qui va être le plus à même à consommer tes biens, etc. Donc, j'avais pas construit d'une manière à ce que je pouvais en vivre. Et en fait, bah, le temps avance, toi, forcément, tu es pas mature pour avoir une entreprise de cette ampleur-là. Donc, c'est très dur d'en vivre. Et les responsabilités avancent. Donc, comme je le dis, je me suis marié, un enfant et tout. Donc là, tu commences à te dire, bah, ah, voilà quoi. C'est bien, c'est cool, ça fait kiffer tout le monde. Tu fais des millions de vues, c'est cool. Mais à the end of the day, avec quoi tu ressors, toi, dans tes poches, en termes vraiment purement financiers. C'était ça mon truc. Est-ce que j'aurais pu en vivre maintenant si je la créais maintenant? Possiblement, possiblement et encore c'est des un pourcentage dont je ne saurais même te dire. C'est possible parce qu'avec l'expérience, avec comment je la construirais différemment. Mais du coup, bah, ça a été une accumulation de on s'est épuisé au travail parce que sur cette année-là, j'ai pris peut-être 10 jours de repos. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, à peine pour pouvoir survivre, et tout ça a fait que, bah, après les responsabilités ont avancé
Et du coup, c'était plus viable pour nous de continuer sur la manière dont on le faisait à l'époque, avec la connaissance qu'on avait à l'époque. Donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Tu es aussi le cofondateur de Spread Athletics depuis 2024, qui est l'équipementier des Molosses et des Dragons de Paris notamment. Même question, c'était quoi l'ambition et le leitmotiv derrière cette aventure qui perdure, par contre, celle-ci? Yes. Bah, faut savoir que j'ai monté Spread, enfin j'ai cofondé Spread la deuxième année où j'avais Emotion, donc je faisais les deux en parallèle. Euh, Encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Comment on professionnalise? Qu'est-ce qu'on fait encore d'encore plus gros? Comment on fait les choses encore plus en grand? Pour moi, c'était pas. Enfin, tu professionnalises le football américain en France via de la communication, donc avec un score, ce genre de choses-là. Comment tu professionnalises encore un step au-dessus? Bah, pour moi, c'était simple. Il fallait que tous les joueurs arrivent avec le même ensemble. Il fallait que les uniformes soient beaux. Il fallait qu'il y ait du merch disponible pour les joueurs, pardon, pour les fans, etc. Donc, comment on fait? Donc moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Battle Sport, etc. Donc je voulais recréer un peu la même chose ici. Et du coup, bah, c'est parti de ce constat-là. Donc comment on fait? Et c'était ça toute la motivation qu'il y a eu derrière. Et comme tu l'as dit, ça le perdure maintenant. Mais néanmoins, bah, c'est toujours les mêmes défis hein, quand tu entreprends. Comment tu fais pour bien répartir la charge de travail, pour pas t'épuiser toi-même, pour pouvoir délivrer. Et il faut savoir que le textile, c'est très, 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 très particulier. Ça n'a rien à voir avec tous les business que j'ai pu monter ou les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Ça demande bah, la partie commerciale, la partie design, la partie bah, supply chain pour pouvoir avoir tous les fournisseurs qui t'envoient ça à temps, le service après-vente, le contrôle qualité, la livraison, le stock, etc. Donc c'est très challengeant. Et encore une fois, bah, ça m'a fait grandir, ça m'a fait kiffer. Et c'est ça qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui professionnellement dans ma carrière personnelle, professionnelle pure, puisque bah, sans ces expériences-là, je pense pas que j'aurais décroché le taf que j'ai actuellement. Transition toute trouvée, puisque tu as aussi bossé pour Europcar dans le passé et aujourd'hui tu travailles pour Patrol.io. Est-ce que c'est ton parcours foot qui t'a amené à l'entrepreneuriat et à la fibre commerciale ou c'est plutôt le goût de l'entrepreneuriat et du commerce qui t'a servi dans le foot? Le goût de l'entrepreneuriat et du commerce qui m'a servi dans le foot. C'est un peu des deux, Est-ce parce que. OK. Vas-y, vas-y. Si tu veux reformuler, je sais pas Non, ce que non, tu voulais redire. oui, oui, bah, non, non, c'est pour savoir si tu avais compris le sens de la question ou si tu voulais que je la reformule? Non, je pense que je vais la reformuler. Parce que c'est un peu un mélange de tout ce que tu as dit auparavant. Le foot m'a mené à l'entrepreneuriat par de la gestion de projet, du management et l'envie de vouloir faire mieux et de professionnaliser un domaine. Et ensuite, l'entrepreneuriat m'a permis de trouver la voie que je voulais avoir dans mon parcours professionnel personnel. En fait, comment c'est passé, c'est que, bah, comme je te dis, moi, je venais majoritairement de la communication. Et en fait, avec Spread Athletics, c'est là où j'ai vraiment découvert que ce que j'aimais le plus. Et en fait, je l'ai repoussé pendant longtemps parce qu'encore une fois, enfin, je voulais faire ma passion, etc. Mais la passion, en fait, elle vient avec l'effort et avec la constance et les résultats qui arrivent derrière. Et en fait, bah, moi, j'ai toujours voulu suivre ma passion, me dire oui, je vais vivre de ma passion, je vais faire ci, etc. et tout. Mais sauf que, en fait, ce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment et là où je voulais vraiment développer des compétences, même si c'était pas une passion au début, mais ça commence à le devenir et je l'entretiens et je pense que ça va être la suite de ma carrière. C'est que ce que j'aimais le plus avec Spread Athletic, c'était pas la com, c'était pas le design quand je designais les maillots, etc. C'était vraiment l'aspect commercial. Vraiment appeler un club, développer un projet avec eux, aller négocier avec des fournisseurs, faire des appels, envoyer des mails, la gestion de projet, etc. C'était vraiment ça que j'aimais, tu vois. Donc je me suis dit, bah, maintenant tu as un enfant, faut une stabilité financière. Donc l'entrepreneuriat, tu vas le mettre sur le côté, tu vas continuer tes projets, mais à côté, ça va être ton gagne-pain principal. Tu vas retrouver un taf. Sauf que bah, tu retrouves un taf parce que on a parlé beaucoup de football. Il faut savoir que pendant tout ce temps-là, j'avais pas fait d'études à côté parce que j'avais arrêté au Canada et de toute façon, je suis content d'avoir arrêté parce que ça m'aurait mené à quelque chose dont j'aurais pas été satisfait, ce diplôme-là, en sport, en sport, éducation sportive. Donc en fait, je me suis dit, je vais retrouver un taf. Et là, je cherche un taf. Et là, la dure réalité du marché du travail me frappe. Trouver un taf sans diplôme, c'est dur. Enfin, c'est pas que c'est dur, c'est que tu vas pas trouver dans ce que tu veux. Tu vas pas trouver dans ce que tu veux. Donc au final, je me suis dit: «Bah, vas-y, tu as 26 ans, refais des études. Tu es en alternance, tu es payé 100 du SMIC, tu as le même salaire qu'un mec qui est temps plein,
Sauf que en plus, tu passes des diplômes à côté et tu continues à grandir parce que ça a toujours été ça, en fait. Là, depuis l'entrepreneuriat, je me suis dit: «Il faut que il faut que j'apprenne, en fait. Il faut que je construise des connaissances. Il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne». J'aime trop ça, j'aime trop ça. Il y a pas une journée que sans que je passe à apprendre un truc, par la lecture, par les podcasts, par mon quotidien au travail et cetera et c'est ça qui m'anime vraiment et donc en fait, bah, je me suis dit: «Bah, je vais reprendre les études» et donc là, je reprends les études, je trouve une alternance, je fais Europcar. Donc là, je fais du B2C en tant que commercial. Donc en gros, tu es à l'agence, tu as une réservation et moi, bah, voilà, toute la base du métier commercial. Mais comprendre les besoins, faire des propositions adaptées et cetera à ce qu'il y a en face, et faire de l'upsell et du coup, bah, ça c'était bien, j'ai appris pas mal de choses, mais j'ai commencé à développer vraiment un attrait très très poussé pour la tech, de par les outils que j'utilisais avec Spread, et ensuite, bah, de par mon entourage. J'ai vraiment vu, des opportunités et je trouvais ça dingue parce que dans l'aspect commercial, il faut croire à ton produit, c'est la première des choses et la tech, selon moi, c'est quelque chose qui transforme le quotidien des entreprises. Moi, là, je suis dans la cybersécurité et je vois clairement la valeur ajoutée de ce que je vends à mes clients. Donc en fait, et surtout, bah, là, je fais que de la prospection. Je fais que de la prospection, je fais que, créer des opportunités pour mes commerciaux, pour pouvoir aller signer des gros deals par la suite et en fait, bah, c'est toujours dans cette volonté d'apprentissage. Les gens ont peur de prospecter, les gens ont peur de décrocher un téléphone et d'appeler les inconnus. Moi, j'ai peur aussi, mais je le fais parce qu'il faut apprendre cette compétence-là. Pourquoi? Parce qu'après, c'est une compétence qui a beaucoup de valeur sur le marché du travail ou pour tes projets perso par la suite. Donc voilà où j'en suis maintenant et je suis dans une startup du coup, qui fait de la cybersécurité et c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est un kiff tous les jours. Tu enfin, notre cible, c'est des grosses entreprises du CAC 40, des grosses boîtes, et cetera. Donc là, j'appelle des directeurs cybersécurité de Louis Vuitton, de Chanel. Je te dis des exemples au hasard, c'est pas des clients forcément, mais c'est des grosses entreprises. Donc là, j'ai aucun problème à prendre mon téléphone et appeler un président de club. J'ai aucun problème pour ça. J'ai aucune peur, aucun truc. Au pire, il va me dire quoi? Il va me dire, «Où tu as eu mon numéro?» La classique. «Où tu as eu mon numéro?» «Non, je suis pas intéressé». Bah, OK, salut, on s'en fout. Mais mais du coup, ouais, c'est tout dans cette optique-là de continuer à construire des connaissances et des compétences, build du skills et après, bah, pourquoi pas re-entreprendre après? Pourquoi pas? Bah, je sais pas encore. Il faut juste que là, je suis dans une période de ma vie, là, il faut que je sois un crack du commerce. Tu vois, le Harvey Specter, tu vois, je sais pas si tu as la ref un peu dans Suits. Vraiment, tu vois, le mec, on se dit, ah ouais, là, il y a un gros deal, faut qu'on appelle JM. Là, il va nous closer ça, tu vois. Là, je suis dans cette optique-là. Il faut développer des compétences là de malade. Il faut que je sois un crack du commerce. Donc voilà. Bon, OK, OK, c'est vachement intéressant. Bah, en tout cas, s'il y en a qui ont besoin de cybersécurité dans leur entreprise, hein, vous savez qui est appelé maintenant. Exact. Hem, on n'en a pas encore parlé, mais je suis obligé de passer par là. Tu en as brièvement parlé, mais tu as aussi 2 petits frères qui, eux, sont Ouais, dans le flag, avec les Molosses et avec l'équipe de France, dont, un qu'on a vu ces derniers jours, au championnat du monde avec, malheureusement le parcours qui est un petit peu décevant de l'équipe de France. Est-ce qu'en tant que grand frère, tu interviens dans leur carrière un petit peu? je suis intervenu beaucoup au début. Attends 2 secondes, je leur écris pour essayer de les faire venir là. Heu, hop. OK, c'est bon. J'espère qu'ils vont monter, sinon après tu vas m'entendre les insulter dehors. Mais Ouais, c'est au pas tout grave. début, ouais. Non, non, t'inquiète, moi c'est grave, ils vont venir. Ils vont respecter notre hôte quand même. Attends, c'est pas tous les jours qu'on a genre de inside the chain, quand même. Mais au tout début, ouais, parce qu'on parlait beaucoup de moi quand je jouais. Mais il faut savoir que quand moi j'ai commencé, heu OK, attends, il a dit, il arrive. En gros, quand moi j'ai commencé le football américain au Golasano, j'avais 12 ans. Et on a genre, on a 6 ans d'écart. Donc il faut se dire que eux, ils ont commencé à jouer, à commencer à lancer des balles, à commencer à catcher, à faire des tracés, à savoir ce que c'est une jet sweep, ce genre de choses-là, quand ils avaient 6 ans. Donc je suis intervenu beaucoup au début et au début, c'était pas volontaire. Je me suis pas dit: «C'était pour un truc ou quoi que ce soit». Attends, il y a le premier guest là qui est là. Non, je prends en live, c'est enregistré. Donc la star, Eh bah, attends, parfait. voilà, donc ça c'est là, c'est le premier là, c'est Paul du coup, ça c'est le dernier, qui lui est en équipe de France en réserviste.
de flag et qui est cornerback, justement. Dis bonjour à la communauté. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Paul Siocro. Ah, vous voulez vous dahak sur moi, là? Mais non. Et lui, c'est la pépite. Vous voyez, la pépite de la famille, c'est lui. C'est la pépite, c'est le boss. Mais donc, du coup, un de mes deux petits frères, qui est le plus jeune, qui du coup, que j'ai coaché quand il était en U19 au U20, pardon, au Molos d'Anières, qui ensuite aussi a fait l'équipe de France en U20, en équipé, et qui est maintenant au Molos et en équipe de France en réserviste. Et du coup, c'est lui le patron de la défense Molos. Un petit mot après, je te laisse y aller. Un petit mot découpé finalement. Découpé finalement, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. Tu dis quoi? Les affaires sont les affaires. Donc voilà, ça c'était le premier guest. Attends, Ouais, donc tu disais, pour revenir un peu sur la question, tu disais qu'au début, tu étais pas mal intervenu et que maintenant, du coup, comme ils grandissaient, tu les laissais un petit peu plus libres. Exact. Donc en gros, je les ai coachés depuis qu'ils sont très petits. Ensuite, forcément, quand ils étaient au Molos, j'étais leur head coach. Donc je venais vraiment les accompagner au maximum que je pouvais pour les pousser vers l'équipe de France. Quand j'étais en équipe de France, j'étais manager, donc j'essayais de les aider au maximum. Mais là, c'était moins technique, on va dire, puisque j'étais pas coach à proprement parler. Donc oui, au début, je suis beaucoup intervenu quand ils étaient jeunes. Ensuite, ils sont partis vers le flag. Donc ça s'est fait assez drôlement parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand ils ont commencé, donc du coup, moi, ils avaient 6 ans quand je les entraînais dans le jardin ici, mais à partir de 9 ans, un truc comme ça, ils ont commencé le flag, les deux, parce qu'il n'y avait pas d'équipé à leur âge. Mathias a arrêté le flag. Il n'aimait pas ça. Lui, c'était un mec du contact, etc. Il n'aimait pas ça. Et Paul a continué le flag. Et ensuite sont venus la période où ils ont pu s'équiper. Donc, ils ont commencé en U14, puis U16, et après U19. Mais au tout début, ils ont commencé par le flag. Mathias a arrêté, il n'aimait pas ça. Ils sont passés par l'équipé et ensuite ils sont rebifurqués vers le flag. Puis j'ai du mal à parler. Mais ils ont fait le switch vers le flag parce que du coup, tu arrives en senior. Voilà, c'est encore une fois, c'est une question d'investissement, de comment tu t'y retrouves, etc. Le flag, ça commence à prendre une grande ampleur avec les JO, etc. Ils se sont dit, why not? Donc c'était assez drôle parce qu'on est arrivé, je me rappelle, la première fois où ils sont allés jouer au flag vraiment en compétition en senior. C'était avec moi, les copains des Molos qui étaient en fait, parce qu'on a toujours eu des équipes, beaucoup d'équipes nombreuses au flag. Et donc, du coup, on s'est juste dit, vas-y, on va juste voilà, rigoler avec les copains et tout. Et finalement, ils ont vraiment kiffé l'expérience. Ils ont vu leur grand frère JM Siokan faire du sale au flag. Ils ont dit, je veux être comme lui. Et c'est pas vrai, j'étais trop nul. Mais en gros, ils ont kiffé l'ambiance, ils ont un top groupe au Molos, ils ont vraiment fait des très très bons amis, donc ils ont continué, ils ont perpétué là-dedans, ils se sont retrouvés plus. Au niveau du corps, c'est sûr que c'est pas aussi demandant, on va dire surtout en termes de douleur, c'est surtout ça. Tu joues un match de football américain, tu es rincé pendant une semaine, tu joues un match de flag, tu es capable d'en jouer 4-5 sur la même journée. Donc après, oui, c'est fatigant, mais c'est pas la même violence en fait que tu t'infliges à ton corps. Donc c'est beaucoup plus pérenne sur le long terme. Donc ils ont kiffé. Après, tournois internationaux, grosse structure au Molos, Saïd Salazar, tout s'est enchaîné très vite. Ils ont kiffé de dingue et maintenant, voilà, leur talent leur a permis d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc pour finir sur quel poste que tu joues au flag? Je me suis impliqué au début, mais plus maintenant. Pour le poste que je joue au flag, tu m'entends toujours? Ouais, c'est ma caméra est faux contact. Ça marche. En fait, pour le poste que je joue au flag, moi, je joue tout. Comme d'hab, je joue centre, je jouais QB, je jouais receveur, et moi, je jouais pour le kiff, quoi, pour les copains. Mais comme tu vois, en fait, ce qui est fou, c'est que comme j'ai lancé des ballons tous les jours avec mes petits frères pour les entraîner et pour faire des 1 contre 1, etc. J'avais pris une bonne, c'est pas peut-être une mécanique parfaite, mais au moins, je savais lancer des ballons. Donc, j'ai toujours été à l'aise avec le ballon. Et du coup, jouer là où il fallait, quoi, pour faire kiffer les copains. Sauf quand ça m'envoyait en rush, je disais que j'avais un claquage ou un truc. J'aime pas rusher, c'est trop nul. Et du coup, j'ai joué, c'est un grand mot. J'ai pris un peu de plaisir avec les copains. En termes, on va aborder ce sujet juste après, donc ça va être une introduction. On va parler de ton ego. Ça sera l'introduction pour en parler. Tu es quand même fier de tes petits frères avec leur parcours dans le flag? T'as pas peur qu'ils te volent la vedette?
Non, franchement, ça, c'est clairement une envie de ma part. Moi, je veux pas qu'on se souvienne de moi. Je veux qu'on se souvienne de mes petits frères, de ce qu'ils ont accompli en tant qu'athlète en France. Ça, ça a toujours été malgré le fait que j'avais beaucoup d'orgueil en tant que joueur, ça n'a jamais été le cas par rapport à mes petits frères ou par rapport à tous les jeunes que j'ai coachés d'ailleurs. Moi, je voulais qu'ils fassent meilleur que moi. Je voulais qu'ils. En fait, et ils l'ont été. Et c'est là tout mon accomplissement. Je me suis dit, si ils ont le même niveau que moi, j'ai eu à leur âge, c'est pas normal. C'est-à-dire que j'ai raté quelque chose en tant que coach, en tant que grand frère. Et c'est pareil dans la vie professionnelle ou dans tout ce qu'ils font, tu vois. J'ai raté mon truc. Donc, je veux qu'ils performent et je suis extrêmement fier quand je suis allé voir jouer Mathias au championnat d'Europe en septembre dernier. Mais la fierté, elle est immense, c'est indescriptible. Quand tous les mecs de l'équipe de France, les coachs, les gens de la Fédé viennent te voir, ils te disent ouais, ton frère, il est bouillant et tout, etc. Mais c'est un plaisir, mais que même en tant que joueur, ça m'a jamais procuré ça. Même soulever le bouclier quand j'étais en U19 champion national, ça m'a jamais fait autant kiffer que ça. Quand mon petit frère était en équipe de France, qu'il a joué, quand il jouait en équipé en U20 et qu'il a été MVP contre la Grande-Bretagne parce qu'il a fait un match de dingue, mais j'étais l'homme le plus fier au monde. Je me dis, ça, c'est mon petit frère. Tu te rends compte, genre, c'est la prochaine génération. Ça fait kiffer. Donc, non, il n'y a je suis pas envieux du tout. Je kiffe juste. Je kiffe juste. Et là, j'étais en voyage, donc je ne suis pas plus aller le voir à la Coupe du Monde, mais j'y serais allé sans hésiter. Mais oui, c'est un kiff monumental, c'est une fierté monumentale, que ce soit pour moi, pour ma mère, pour notre famille en général, c'est une folie, quoi. Et en plus, fun fact, c'est que Mathias, là on a parlé de l'équipe de France, mais au Molos, Mathias a été MVP de la finale mixte. Non, de la finale mixte, oui, c'est ça. Donc du championnat, de la finale quand ils étaient champions de France, parce qu'ils ont fait le triplé cette année. Et Paul a été MVP du mixte. Donc les deux ont été MVP au plus haut niveau français dans un des deux championnats. Et encore une fois, c'est une fierté, mais de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Ton orgueil à toi, justement, c'est enfin le moment d'en parler et c'est avec ça Ouais. qu'on conclura notre émission d'aujourd'hui. Euh, Comment est-ce qu'il s'est matérialisé cet orgueil-là? C'est quelque chose que tu as beaucoup répété au fur et à mesure de maintenant 1 heure et demie qu'on enregistre. C'est quelque chose que tu as beaucoup répété, quelque chose qui a l'air d'avoir marqué ta carrière, qui a l'air aussi d'avoir Mhm. marqué ta vie en tant que personne. Comment est-ce qu'il s'est matérialisé cet orgueil et comment tu as réussi à t'en sortir? Bah, ça a commencé ça a commencé au lycée quand j'ai été en équipe de France, quand j'étais en sport-études. Tu vois le nombre de personnes qui t'en parlent: «Waouh et tout, c'est incroyable, waouh, tu es quelqu'un, waouh XY» et en fait, tu commences à vraiment à le croire que tu es vraiment quelqu'un et cetera et après tu te dis, «Bah, voilà, j'arrive au Canada, bah, je fail parce que pandémie, je rentre en Europe. J'arrive au Barcelona Dragons, je fail» et ça, c'était que des histoires d'orgueil au final. Enfin, peut-être pas au Canada, mais ouais, il y avait beaucoup d'orgueil, tu vois? Je me rappelle, j'étais au Canada, il y avait des mecs qui me parlaient, je leur disais: «Beh, je m'en fous moi de tes études, de ton HEC, de ton, polytechnique, de ton truc et tout. Moi, je suis un joueur de foot, genre waouh, quoi». Tu vois? Je suis de Blue Mountain State, quoi et du coup, bah, chaque étape et tout, j'étais en coach, beaucoup d'orgueil, enfin un peu moins, tu vois? Mais pareil, envers certaines choses spécifiques, j'avais beaucoup d'orgueil et cetera et au final, bah, heu, tu redeviens humble par des expériences dans la vie, tu vois? Que ce soit forcé ou que ce soit un choix. Tu te dis: «Bah, moi, ce qui m'a aidé, c'est l'entrepreneuriat». Pourquoi? Parce que dans le football, j'étais voilà, encore une fois, tu vois, j'ai pas envie de passer pour enfin, je veux rester humble en le disant, mais j'avais un niveau qui était pas trop dégueulasse. Dans le coaching, je m'en sortais très bien. Voilà, je construisais quelque chose, tu vois? Et là, tu arrives dans l'entrepreneuriat, mais tu es nul, 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 tu es nul. Tu vois, tu as des mecs à côté de toi, ils font des milliers d'euros, ils construisent des vrais projets et l'argent, c'est pas une finalité, mais le produit qu'ils construisent, la relation qu'ils ont avec les clients, c'est waouh! Et toi, tu es là, tu te dis: «Mais je suis trop nul, je suis trop, trop nul» et en fait, bah, tu fais une expérience comme ça. Ensuite, bah, tu t'en fais une deuxième entrepreneuriale. Ensuite, je m'inscris à la boxe thaï, je me fais déchirer. Tu vois, c'est des expériences vraiment où tu vois, tu redeviens humble et au final, bah, tu te dis: «Il faut que je me place de l'autre spectre. Il faut que faut que je me place comme quelqu'un qui veut apprendre au quotidien». Voilà, je suis à un tel niveau. Pour certains, ça peut être impressionnant. Pour certains, d'autres pas. C'est pas la chose la plus importante. C'est pas quelque chose qui m'importe le plus.
Mais voilà, comment tu continues à apprendre, comment tu continues à grandir au quotidien, au quotidien, au quotidien, au quotidien. Donc, au final, peut-être cet orgueil, ça m'a amené vers d'autres endroits, vers des belles choses. Mais au final, je pense que sur le long terme, en tant que père de famille, en tant que professionnel dans, dans, dans dans une carrière professionnelle, bah, finalement, bah, ça joue plus de mauvaises choses, de mauvais tours, etc. Tu vois, genre, si j'avais été orgueilleux, bah, jamais j'aurais été pris à Patrol. C'est une chance qu'ils m'ont fait. Et j'apprends et je suis nul en prospection. Et c'est pas grave. Enfin, je commence à comprendre un petit peu, tu vois, mais je m'améliore au quotidien. Je m'améliore au quotidien et c'est ça le plus important, tu vois. Et j'espère que dans 3 ans, bah, je me dirais, waouh, j'étais nul au début, maintenant je suis bon. Mais maintenant, ok, j'étais bon là-dedans, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, continue à apprendre, développe un autre truc, fais autre chose, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment ça le plus important. Donc ouais, au début, j'en avais beaucoup, mais il faut savoir que tu t'en rends pas compte sur le moment. Tu t'en rends compte après, plus tard. Quand tu fais une rétrospective, quand tu revois un peu ta vie en arrière, tu te dis waouh, tu te prenais pour je sais pas qui. Et je pense que c'est encore beaucoup le cas pour beaucoup de joueurs de foot, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'orgueil. L'orgueil, ça apporte des bonnes choses, mais ça, sur le long terme, ça joue plus de mauvais tours. Tu vois, je pense que tu peux faire peut-être un bon match sous le coup de l'orgueil, mais sur le long de ta carrière, tu peux t'attirer beaucoup d'ennuis. Tu vois, par exemple, quand j'étais au Canada, j'étais très orgueilleux et bah, je trash talkais à mort les joueurs en face, les coachs adverses, etc. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Bah, j'ai pas été sur la All-Star Team de la division, alors que j'avais des stats qui étaient incroyables et que j'étais vraiment un joueur surdominant. Mais ça m'a coûté ça. Orgueilleux, ça m'a coûté de rompre mon contrat avec les Barcelona Dragons. Et sur le moment, tu t'en rends pas compte. Tu te dis, bah voilà, je suis comme ça et je changerai pas ou j'en sais rien, tu vois. Mais maintenant, tu vois, avec le recul, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Et tu te places vraiment dans une plus humble humilité. Et c'est pour ça que maintenant, que ce soit avec Spread, avec quoi que ce soit ce que je fais, voilà, je suis telle personne, j'ai ça comme background, voilà ce que je fais maintenant. Je suis le meilleur, non. Est-ce que je veux l'aspirer? Oui, sûrement. Mais voilà l'état actuel. Donc, je suis pas le meilleur, j'ai jamais été peut-être le meilleur coach défensif U20, j'ai peut-être jamais été le meilleur defensive tackle, etc. Mais ça, c'est avec le recul que tu comprends. Alors que sur le moment, et surtout ça vient avec la jeunesse, bah, sur le moment, tu te vois trop haut, quoi. Tu te vois trop haut. Et ça, c'est quelque chose, pour en revenir pour la petite passerelle avec mes petits frères, ça, c'est quelque chose que je suis content de l'avoir inculqué. Mathias, c'est quelqu'un de très, très, très humble. Et ça, c'est quelque chose qui le propulse beaucoup plus loin que moi, j'aurais pu l'être à son âge. Et il a cette maturité-là, et je pense que moi, j'ai fait ma part de grand frère sur ça. Et il est très, très humble. C'est un joueur ultra talentueux. Il est très, très bon, il performe au max, mais pourtant, pour lui, voilà, quoi. C'est juste une manière d'apporter son pierre à l'édifice et pas le meilleur joueur dans sa tête. Il a encore beaucoup à apprendre, il a encore beaucoup à se développer. Et ça, je suis très, très fier de ça. Et justement, dans le sport globalement, et le football américain n'y fait pas exception, c'est important d'avoir confiance en soi pour faire des bonnes perfs sur le terrain, pour continuer à pouvoir avoir des ambitions et nourrir ses rêves. Euh, Comment est-ce qu'on arrive justement à mettre une frontière entre, OK, j'ai confiance en moi, mais j'arrive à rester humble pour justement ne pas tomber dans l'orgueil et dans péter plus haut que son cul et à ce moment-là, desservir son parcours? C'est une bonne question. C'est une bonne question et j'espère que tu verras mes notifications qui apparaissent sur mon écran. Ça se record pas, non? Ok. Non, je Parce vois que, tes notifications, t'inquiète pas. ok, non, c'est juste parce que là, je suis en train d'insulter Mathias pour qu'il vienne. Donc, c'est pour ça. Mais en gros, c'est une très bonne question. Ça, je pense que j'ai essayé d'y répondre à ma manière par le coaching. Mais est-ce que j'ai trouvé le remède magique? Je sais pas. Mais je pense que le plus important, juste que tu... Excuse-moi, je suis désolé. En fait, je pense que le plus important, c'est de se rappeler de l'objectif commun. Donc, en fait, pour moi, quand je coachais les jeunes, et il faut savoir que j'en avais des sacrés cas, hein, des mecs qui étaient assez nerveux, mais en fait, leur rappeler que le plus important, c'est de penser à l'équipe en premier. C'est de penser à l'équipe en premier. Donc,
oui, tu peux être confiant en toi, mais la manière dont tu vas le montrer sur le terrain, c'est en faisant des jeux et en appliquant ce qu'on a vu en meeting, à la vidéo, les statistiques, les tendances, et en faisant des jeux au final. Et c'est pas en étant hargneux après le coup de sifflet. Tout le monde s'en fout que tu arrives et que tu prennes le mec par le col à la fin et que tu trash talk et tout. Ça impressionne que les enfants, que les gamins. Par contre, tu vas me faire un sac au 4e quart, tu vas me faire l'interception qui va faire gagner le match parce que tu as suivi, ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant aussi bien pour toi en tant que joueur que pour l'équipe et pour ce que tu démontres et comment ça va t'aider pour la suite. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir une structure qui te permette de te concentrer sur l'objectif commun et pas sur l'objectif personnel. Donc, ça, c'est le plus important. Et ensuite, je pense qu'il faut, à chaque fois, il faut recentrer ses actions sur l'objectif final. Moi, j'ai eu des cas où j'ai dit à des gars, ça ne sert à rien d'aller mettre un coup de tête à un joueur après le jeu si tu n'es pas capable de faire le jeu entre les coups de sifflet. Ça ne sert à rien tout ça, tout le monde s'en fout. Donc, il faut garder son orgueil et il faut garder sa hargne pour les moments qui comptent le plus. Et je pense que c'est aussi applicable dans le monde professionnel, tu vois. Je dis que je suis humble dans ma manière d'appréhender ma nouvelle trajectoire chez Patrol et dans le monde professionnel. Mais je pense que j'ai toujours une confiance en moi quand je vais, par exemple, appeler des gars, quand je vais faire du cold call, ce genre de choses-là. Il faut avoir une confiance en soi, mais il faut pas être. En fait, il faut avoir cette limite-là entre confiance en soi et orgueil. Tu vois, je suis pas orgueilleux, je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur gars au cold call, pas encore. J'ai envie de le devenir, mais j'ai confiance en moi quand je le fais. Et je me mets en condition pour le faire correctement. C'est ça le plus important. Et je pense que c'est la même chose, par exemple, au flag football. Il ne faut pas avoir de l'orgueil, mais il faut avoir confiance en soi. Il faut que quand c'est le moment de ball, bah, tu fasses tout ce qui est dans ton possible pour ball. Il faut contrôler ton process et pas se concentrer sur le résultat à la fin. Ça a été limpide, clair, c'était ficelé, c'était parfait. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'avenir, que ce soit professionnellement, que ce soit avec Spread, que ce soit avec peut-être autour d'un terrain, dans un poste dirigeant ou dans du coaching? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes ambitions? Beaucoup d'enfants, une villa sur la Côte d'Azur. Non, non, je suis pas attaché à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à m'épanouir et continuer à grandir. Peu importe le projet qui sera lié, que ce soit avec Spread, que ce soit avec ma famille, que ce soit dans mon monde professionnel, continuer à grandir. Je pense que le jour où JM arrêtera d'apprendre, qu'il commencera à devenir un peu plus fatigué, un peu plus lazy, etc., c'est là où il faudra s'inquiéter. Mais il n'y a pas de finalité. Comme je te dis, je ne me concentre pas sur la finalité, mais sur le process. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer à m'épanouir comme je le fais actuellement, continuer à pouvoir avoir des frères qui performent à ce niveau-là, si c'est ce qu'ils veulent, pouvoir continuer à grandir avec Spread, avoir des nouveaux clubs, parce que c'est corrélé. Au final, si tu as plus de clubs, ça veut dire que ton produit est meilleur, ça veut dire que ton accompagnement est meilleur, ça veut dire que tu te développes. Donc, que je me développe personnellement et dans mes projets professionnels, familiaux et sportifs et personnels. Bah écoute, je trouve que c'est une bonne fin. Alors, on n'aura pas eu Mathias, mais c'est pas bien grave. Je trouve que c'est Attends, quand attends, même une bonne fin pour cette. je vais l'appeler, Je c'est te pas laisse un petit possible. peu de temps. Ouais, t'inquiète pas. Tout ça pour une intervention de ton petit frère. Bah ouais, attends, il revient de la Coupe du Monde quand même. C'est le Zinedine. On l'appelle Zidane maintenant. Allez, viens, s'il te plaît, 10 secondes. Il est là, il t'attend 2 secondes. S'il te plaît, vraiment, tu dis bonjour. Vas-y, viens, il est au haut-parleur, il t'entend. Vas-y, viens, s'il te plaît. Ah putain, chef, j'ai le t-shirt quelqu'un. Bah justement, c'est ça qui va être drôle. Vas-y, viens. S'il te plaît. Vas-y, viens. 10 secondes. S'il te plaît, 10 secondes, c'est bon? Vas-y, viens en plus avec un t-shirt de malade, tu vas kiffer. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Inside the Chains, Jean, Juanito? Bah écoute, déjà je suis content de t'avoir. C'était un des objectifs quand j'ai commencé. J'ai attendu 6 mois, donc tout vient Ça à un fait point plaisir. accès d'attendre, mais enfin j'ai attendu C'est longtemps. vrai ça. Non, plus globalement, bah écoute, je viens d'avoir mon master 2 en journalisme sportif. Voilà, on peut me Parfait. souhaiter de commenter plein de matchs, que ce soit au Molos, que ce soit ailleurs, que ce soit la NFL, que ce soit d'autres sports, puisque journaliste de sport avant tout, même si je parle de football américain ici. Mais écoute, on peut me souhaiter, j'espère, un avenir ouvert, radieux, brillant, et j'espère que vous me verrez bientôt dans vos télés. Bah, j'espère beaucoup. Je vais passer un petit call à Bein Sport bientôt pour toi.
Bah, Et j'espère. c'est j'ai la star de la famille avec le beau t-shirt. C'est quoi le t-shirt alors? On fait ça. Quelqu'un on fait ça. C'est bon, c'est pas en live, déstress. Il y a des montages, il y a des cuts. Ah. Tu connais ça, bah oui. Fais quelqu'un comme Ouais, ça. mais ça veut pas dire que je vais cut, hein. Je suis pas sûr de l'information. Franchement, vu la séquence qui vient de se produire, je suis pas sûr de cut, hein. Non, mais écoute, c'est tant qu'on a Mathias, je vais te poser une petite question. Est-ce que ton frère, il t'a aidé dans ta carrière? Arrête, je veux pleurer, Jean. Je veux me faire chialer, Jean. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, explique. Et il t'a aidé dans quelle mesure? Est-ce qu'il a eu de bons Bah, conseils déjà, avec toi? Il nous a dit qu'il t'a lancé des balles dès que tu avais 6 ans. En quoi est-ce ouais, qu'il t'a aidé pour aujourd'hui être au niveau dans lequel tu es? bah, en vrai, déjà, rien qu'en me faisant découvrir le sport. Bah, parce que déjà, je sais pas si ça me serait venu si c'est pas lui qui nous aurait montré le sport. Et puis après, c'est vrai que dans notre cours, depuis qu'on est petit, on attrape des ballons. Depuis que j'ai 7-8 ans, j'attrape des ballons dans la cour. Je pense que même, on en parlait la dernière fois avec des coéquipiers de l'équipe de France, même au Molos. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'être très à l'aise aussi avec le timing, surtout quand je saute avec la balle pour aller chercher la balle en l'air. En fait, c'était des trucs que je faisais dans ma cour depuis que je suis petit. Et quand je suis arrivé au flag la première fois, quand j'avais, je crois, 12-13 ans, je suis arrivé, j'ai fait ça de manière naturelle, alors que tout le monde apprenait juste à placer ses doigts et ses mains pour attraper la balle. Donc voilà, de cette manière-là, en allant le voir aussi aux entraînements, il nous a donné aussi cette grinta, tu vois, cette dalle d'aller vraiment, de se la donner sur le terrain. Après aussi par le coaching quand on était en U19 aussi, pareil. C'est bizarre d'avoir son grand frère en tant que coach parce que tu as quand même cette relation de frère, mais quand c'était sur le terrain, tu as 50 gars qui l'écoutent comme un coach. Toi aussi, tu peux pas déroger à la règle. Et donc, voilà, il y a tellement de choses. Là, comme ça, je prends ce qui me vient, mais il y a tellement de choses sur lesquelles il m'a apporté. Mais, Il me fait pleurer, merci mon frère. Ouais, je suis mentor. C'est grâce à lui, la célébration de Mathias, ça vient de Jean-Marc ou pas de rapport? Laquelle ça Ouais. Non, Fais ça, franchement, fais comme ça. tu veux que j'y moque là Vas-y, fais. Après, peut-être après. Après. Parce que les gens, souvent, ils me demandent de faire ça, mais en fait, ils ne comprennent pas que c'est une énergie, en fait. Tu vois, c'est pas juste je le fais comme ça. Il y a toute une énergie, ça dépend de la vibe, de ce qui se passe autour. Mais non, ça vient pas de lui, en vrai. Je sais même pas d'où ça vient. C'est sorti là, il y a 2-3 semaines, je sais pas. C'est un mélange de plein de trucs, en fait. Quoi, La vérité, je sens vraiment le même. Vas-y. Le vrai même, le vrai même. Vas-y, je veux voir en exclu. Il va vous montrer d'où ça vient. Non, mais c'est pas moi, hein, mais en vrai de vrai, je suis très très fan. Là, tu vois, tout l'imaginaire que tu t'es construit de Mathias, là, toute la France te dit et tout, là, ça va être déconstruit en un instant. Il va te montrer ça, tu vois. De quoi? Ah, de la vidéo? Ouais, c'est quoi le même? C'est quoi le vas-y, fais voir. Non, c'est pas un même, mais c'est l'inspi. Attends. Mais Non, mais en tout cas, il va falloir que tu t'habitues à répondre aux interviews parce que tu vas en avoir plein, Mathias, bientôt. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Il faut que je m'y fasse. c'est pas fameux hein, pour l'instant, mais il y a de l'amélioration. Il faut savoir qu'il y a de l'amélioration hein, parce qu'au début. Attends, c'était. Ah, voilà. Bah, sûr. C'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà. En fait, je suis très fan de ce grand malade mental. Mais je sais pas si on va voir parce que là, il y a le truc là. Ah, mais il faut que tu enlèves ton fond d'écran, JM, parce que là, on voit rien. Là. Virtual background, tiens, vas-y. Voilà, vas-y, montre-nous. Ouais. Je sais pas si t'as la ref. Si, c'est Connard. Ouais, si, c'est Connard, ouais. Ça, ce mec-là, c'est un grand malade. En vrai, mais justement, vas-y. Ça vient un peu de là, parce que en vrai, je kiffe l'énergie. De ce mec. C'est tout ce qu'il a fait dans le sport, même dans les médias. Il est vraiment trop fort. Et je pense qu'il n'y a personne qui le surpasse en termes de gestion de son image dans les médias, etc. Mais en vrai, du coup, très inspirant. Et je sais pas, je kiffe l'énergie pareil. Donc,
Et je sais pas, quand je fais un gros jeu, moi, je kiffe crier, j'aime bien mettre l'ambiance, quelqu'un qui, je suis comme ça à l'entraînement, partout. J'aime faire rire, j'aime galvaniser, donc en vrai, ça s'est fait comme ça. En vrai, au départ, ça s'est fait un peu à l'entraînement, tu vois, en pré-stage de la compète à la Coupe du Monde. Tu vois, avec les gars, on est tous ultra proches dans l'équipe, très très soudés et tout, on s'entend hyper bien. Et je sais pas, j'ai commencé à faire ça, ouais, c'était drôle. De fil en aiguille, ça a commencé à hyper, ça a dit bah vas-y, quand tu vas mettre un TD, fais ça devant les caméras de l'IFAF et tout. Ça, Et voilà. je sais pas, on peut dire on peut mal parler, il faut faire attention quand même au langage. Non, tu dis ce que tu veux, t'es responsable de tes propos. Moi, je vais pas les cut tes propos, donc tu dis ce que tu veux dire. À cause d'eux, je me suis retrouvé à faire ça au Media Day, au championnat du monde, et je me retrouve sur la page Insta des Jeux Olympiques, la page Insta officielle, là, en première vidéo à crier comme un golemon, là, à cause de tous les autres, là. Mais, C'est mort, il ne trouvera plus jamais un taf dans sa vie. Non, mais c'est marrant parce qu'on a parlé d'ego de Jean-Marc et Mathias, il nous montre Conor McGregor, donc c'est bien. On est dans le thème c'est parfait. D'orgueil que j'avais beaucoup quand j'étais joueur et tout, etc. Bah ouais, justement, c'est intéressant parce que moi, pareil, en vrai, j'essaie toujours d'être dans le bon juste milieu, tu vois, avoir une confiance en soi, mais sans que ça dépasse trop et que ça devienne de la surconfiance, de l'orgueil et mal placé. Et, voilà, tu vois, c'est plus un mélange de confiance en soi et d'humilité. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'avoir et c'est ce qui m'a toujours permis d'être performant au final. Parce que je pense que c'est 60-70% de ta performance est dans la tête, en vrai. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Tu as beau te préparer de la meilleure manière qui soit, techniquement parlant, à l'entraînement, etc. Mais si mentalement, ça flanche, tu n'arriveras pas à reproduire ce que tu as pu apprendre techniquement parlant. Et, pour moi, le mental, ça a une grosse part de la performance. Bon, bah écoute, JM, je crois qu'on va terminer sur les belles paroles de Mathias. Avec grand plaisir. Si ça te va. Yes. Allez, très bien. Bah écoutez les amis, Inside the Chin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'être restés présents jusqu'à la fin de l'émission. Si vous l'avez apprécié, si que vous voulez soutenir le projet, que vous voulez d'autres épisodes, on vous laisse partager, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine fois en interview. Mathias, t'as pas encore écouté, mais Jean-Marc, est-ce que ça t'a plu? Ouais, grandement, très content de partager mon parcours, mes apprentissages. Et j'espère j'espère avoir pu aider les prochaines générations et continuer à contribuer au développement de ce sport de la meilleure des manières que je peux. Et ben, écoute, j'en profite aussi pour remercier Mathias d'être passé, pour remercier Paul aussi qui est passé, même si c'était un petit peu plus rapide. Les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, from the back to the top, tous ensemble, donnons la voix à ceux qui font avancer le football américain en France et en Europe. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao. 5, 4, 3, 2, 1.